Bien, chers collègues, nous allons ouvrir notre réunion qui, comme à l'habitude, se déroule en public. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui beaucoup de personnalités importantes. Anne-Marie Gaudry, qui est secrétaire exécutive de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, plus connue évidemment sous l'acronyme, on va dire... oui, mais qui n'est pas français, IPES. Mais vous nous en reparlerez de ce GIEC de la biodiversité dont on doit l'idée au départ à Jacques Chirac. Il faut rendre finalement à ceux qui l'ont pensé ce GIEC de la biodiversité qu'il souhaitait. Vous êtes accompagné du docteur Yoon Shin et du professeur Paul Ledley qui tous les deux prendront la parole et vous accompagneront donc dans votre audition. Nous avons le plaisir également d'accueillir Jan Verling, qui est ambassadeur délégué à l'environnement et qui conduira la délégation française à la prochaine convention des parties, COP18, de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en août prochain à Genève, CITES. Voilà. Bienvenue également aux membres nombreux de la Commission du développement durable qui nous ont rejoints pour cette audition et à sa vice-présidente. Cette question de la diversité biologique, elle est au cœur des travaux de la Commission des affaires étrangères. Nous l'avons abordée récemment dans le cadre du rapport d'information de Jean-Luc Mélenchon et de Joachim Son-Forget sur les mers et les océans, où une grande partie de ce rapport, de cette mission d'information, était consacrée à la question majeure de la biodiversité. Jean-François Mbaye avait choisi, en tant que rapporteur sur le budget écologie, développement et mobilité durable de notre commission, de consacrer ses travaux à cette thématique particulière. Il avait formulé de nombreuses recommandations et ses conclusions avaient d'ailleurs reçu l'approbation unanime de notre commission. Enfin, et c'est en parfaite cohérence avec les travaux d'aujourd'hui, nous allons très prochainement, avant fin juillet, mettre en place une mission d'information consacrée aux actions diplomatiques de la France en faveur de la protection des espèces sauvages menacées. L'effondrement en cours de la biodiversité est sans précédent, nous le savons tous, vous le savez mieux que nous encore, dans l'histoire de l'humanité, par sa vitesse et par l'ampleur de ses impacts. Une espèce sur 8, animale et végétale, est menacée de disparition à brève échéance. Cet effondrement touche les espèces communes, c'est-à-dire la biodiversité du quotidien, comme les espèces sauvages. Les causes de cet anéantissement de la nature sont à chercher du côté des activités humaines, changement d'usage des milieux naturels, surexploitation des ressources naturelles, changement climatique, pollution diverse, dissémination favorisée par la question des espèces invasives, 70% des terres, 40% des océans, 50% de l'étendue des cours d'eau sont altérés par les activités humaines. 30% des forêts tropicales, 80% des mammifères terrestres ont disparu au cours du XXe siècle. Vous reviendrez bien sûr sur ces chiffres dans quelques minutes. Nous souhaitons ici dans cette commission que la France se positionne comme une nation chef de file lors des différents rendez-vous internationaux à venir. Je pense au sommet du G7 à Biarritz en août 2019 ou au Congrès mondial de la nature à Marseille en juin 2020. Une telle mobilisation devrait in fine nous permettre d'aboutir à l'occasion de la COP15 de la Convention sur la diversité biologique en 2020 à l'adoption d'un cadre international ambitieux et opérationnel en faveur de la préservation de la nature et du vivant. Vous nous en direz, monsieur l'ambassadeur, là aussi davantage dans quelques minutes. Pour ce faire, et ça sera le dernier point de cette rapide intervention, il faut que l'Europe soit unie. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, comme l'ont montré les récentes décisions, par exemple, sur la protection de l'éléphant d'Afrique, qui est une espèce menacée emblématique. La France a soutenu fermement, aux côtés de plusieurs États africains, le classement de tous les éléphants du continent dans la catégorie offrant le plus haut niveau de protection. Mais nous avons été mis en minorité sur ce point. Seulement 5 États membres ont voté dont la France ont voté comme la France, donc 4 autres en plus de nous. Et les autres non. On a été mis en minorité lors du dernier Conseil des ministres de l'Environnement de l'Union européenne, début juillet, hier. Et moi, j'ai une intuition que je vais vous faire partager. Je crois que si les travaux des conseils des ministres, en l'occurrence, là, nous parlons de ceux de l'environnement, ne se déroulaient pas à huis clos et dans une totale opacité, et donc loin du regard des opinions publiques, les décisions ne seraient pas les mêmes. Je pense ça depuis très longtemps. Et ceci doit nous faire réfléchir vraiment sur les changements de pratiques que nous sommes en mesure d'exiger de l'Europe dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, j'invite vraiment à la mobilisation de tous pour inverser durablement la tendance, partir à la reconquête de la biodiversité en France, en Europe et dans le monde.
Nous souhaitons que le Parlement soit le plus étroitement possible associé à l'ensemble des actions du gouvernement en lien avec les enjeux environnementaux. Et donc, je vous laisse aux uns, aux unes et aux autres, sans plus tarder, la parole pour que vous puissiez nous éclairer sur vos travaux scientifiques et sur les ambitions de la France en matière de biodiversité. Vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tous et merci pour cette double invitation donc, des deux commissions et puis pour l'intérêt que vous portez à l'IBES et puis donc à la biodiversité. Nous avons préparé quelques diapositives. Ce sera une présentation en 3 parties. Quelques mots d'abord, bref, sur l'IBES en tant qu'organisation. Donc, comme l'a souligné la présidente, il s'agit d'un organisme qui est nouveau. Il a 5 ans, qui s'est très fortement inspiré du GIEC. Donc, il s'agit de renforcer les connaissances scientifiques comme appui à la prise de décision, et ce, sur les questions liées à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité. Donc, le siège de l'IBES est accueilli par les Nations Unies en Allemagne. L'Allemagne est la puissance qui accueille le secrétariat. Et puis, c'est une organisation intergouvernementale donc, qui compte actuellement 132 gouvernements. La France en fait bien entendu partie. Et comme vous l'avez rappelé, c'est effectivement la France qui avait proposé en tout premier cette idée lors du lancement de l'évaluation du millénaire en 2005, qui a ensuite mené à une consultation, qui a mené l'Assemblée générale des Nations unies à lancer cette organisation. Et donc, le rapport global, l'évaluation globale de la biodiversité et des services écosystémiques qui nous réunit aujourd'hui est donc un travail de grande envergure puisqu'il a sollicité les efforts d'environ 500 chercheurs de par le monde pendant 3 ans qui ont collectivement consulté environ 15 000 publications scientifiques, ainsi que d'autres formes de savoir, en particulier les savoirs autochtones. Ils ont tiré de cette consultation un rapport très long et évidemment très détaillé, les bases scientifiques, et puis un résumé à l'intention des décideurs d'une 30aine de pages, qui a été lui-même soumis à l'évaluation par les pairs. Vous voyez 20 000 commentaires à la fois sur les chapitres et puis sur ce résumé, pour vraiment garantir une qualité scientifique irréprochable ainsi qu'une pertinence également au niveau politique. Et ce rapport, ce résumé à l'intention des décideurs a été présenté pour approbation au gouvernement donc à Paris il y a tout juste 2 mois, fin avril, début mai, puisque la France accueillait la 7e session plénière de l'IBES, donc en présence de 150 gouvernements, tous les membres, plus d'autres, des observateurs, et puis aussi des représentants de la société civile, donc les organisations de conservation, scientifiques, et puis également le monde de l'entreprise. Donc, il a fallu 45 heures de négociations mot à mot en présence des auteurs de l'évaluation pour que cette approbation ait lieu le dernier jour. Donc, un processus tout à fait... Pardon ? Oui. On est internationaux, mais je parle français. Ce n'est pas le choix de la commission, cher monsieur le député Jean-Paul Lecoq. C'est le choix de nos invités. Voilà. Et donc, moi, je ne suis pas pour la censure, même si je suis pour l'application et pour la langue française. Voilà. Donc, on va faire un petit peu des deux. Hein, peut-être vous pourriez, quand vous êtes au Parlement, arriver avec des docs en français. La prochaine fois, voilà. On fera mieux. Et donc, cette évaluation donc, mondiale de la biodiversité est un document tout à fait fondamental, puisque c'est le document scientifique qui va servir de base de référence pour les négociations à la COP15 de la Convention sur la diversité. Pardon, excusez-moi. Non, oui, ne troublez pas l'oratrice. Oui, parce que là, on a du mal à se concentrer. Sinon, je vais parler en anglais. Voilà, donc c'est le point peut-être le plus important de l'exposé. Donc, cette évaluation de l'IBES, le rapport mondial sur la biodiversité et les services écosystémiques, c'est vraiment le rapport scientifique qui servira de base pour la négociation de l'après 2020.
puisqu'on sait que les pays vont se réunir à la COP15 de la Convention sur la diversité biologique l'année prochaine en Chine, et que le rapport de l'IBES a conclu que les 20 objectifs de Aichi, donc les rapports de la biodiversité, vont échouer, sauf 4. Et encore ceux-là en partie. Donc 16 vont échouer et puis 4 pour lesquels on a trouvé des signaux un peu positifs. Donc cette évaluation, je pense que vous avez dû en lire dans des nouvelles ou des extraits dans les journaux, a vraiment suscité un intérêt global sans précédent sur les questions de biodiversité, avec à ce jour plus de 30 000 articles dans la presse internationale, dans pratiquement tous les pays du monde. Il ne passe pas un jour sans qu'on ait une nouvelle invitation dans des parlements dans le monde entier. Entre autres, voici quelques couvertures de journaux le jour de la publication, d'autres dans d'autres langues, et puis évidemment aussi une activité sur les réseaux sociaux très intense, avec des tweets de personnalités telles que le président canadien, M. Trudeau, le pape, et puis d'autres qui s'étaient jusqu'à maintenant prononcés plutôt sur les questions de changement climatique, et puis qui ont donc commencé à s'intéresser aux questions de biodiversité, puis aussi aux liens entre changement climatique et biodiversité, ce qui est tout à fait fondamental. Donc la société civile qui commence aussi à se saisir de ces questions de biodiversité. Alors, que dit cette étude? L'étude dit tout d'abord que la nature est en train d'être dégradée, comme vous l'avez déjà rappelé, à une échelle, à une vitesse sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est vraiment quelque chose qui a vraiment frappé les consciences au niveau global. Les 3/4 de la surface terrestre est dégradée, plus de 85% des zones humides ont disparu, et puis seulement 3% de la surface des océans peut encore être considérée comme libre de toute intervention humaine. Ce graphique, c'est peut-être le graphique le plus emblématique du résumé à l'intention des décideurs, puisque c'est lui qui nous dit que parmi les 8 millions d'espèces de plantes et d'animaux qu'on estime existants sur Terre, on estime qu'environ 1 million parmi ces 8 millions sont menacés d'extinction, comme par exemple les amphibiens, dont 40% des espèces seraient menacées d'extinction, ou encore les récifs coralliens, avec 33% de nos récifs coralliens qui aussi sont menacés d'extinction. Alors les causes, vous les avez rappelées rapidement. Donc sur Terre, il s'agit effectivement de la destruction, de la modification des habitats, soit pour créer de nouvelles zones agricoles, ou bien chez nous un petit peu plus pour créer des parkings, des centres commerciaux. Donc l'étalement urbain qui a doublé au niveau planétaire depuis 1992, c'est vraiment un facteur très important pour la biodiversité terrestre. Puis au niveau marin, c'est la surexploitation des espèces, la pêche non durable. Le troisième facteur, c'est de plus en plus le changement climatique. Le quatrième, la pollution sous toutes ses formes, on y reviendra peut-être. Et puis le cinquième, qui est peut-être un petit peu moins connu, les espèces envahissantes. Alors ces causes directes ont des facteurs sous-jacents, des causes indirectes qu'il faut aller chercher dans les comportements humains, les activités humaines. Donc on a tout d'abord évidemment l'augmentation de la population au niveau mondial, mais également les changements de mode de consommation, en particulier avec l'augmentation de la consommation des protéines animales. Alors, l'IBES parle de contribution de la nature aux êtres humains, et la perte de la biodiversité affecte les contributions de la nature aux êtres humains, qui sont fondamentales pour la vie sur Terre. Alors on en distingue 3 catégories, les contributions dites de régulation, matérielles et non matérielles. Et l'IBES a distingué 18 de ces catégories. Et ce que le rapport souligne, évidemment avec chiffres à la clé, c'est qu'en 50 ans, on a seulement 3 de ces contributions qui ont augmenté. Il s'agit des contributions matérielles, c'est-à-dire à la production de nourriture, d'énergie, de bois par exemple, et que toutes ces contributions donc matérielles ont été obtenues aux dépens de toutes les autres. Par exemple, la numéro 2, les services de pollinisation. On sait que nos pollinisateurs sont en train de disparaître,
alors que 75% de nos ressources, de nos espèces vivrières en dépendent. La régulation du climat, on en parlera tout à l'heure. Et puis peut-être aussi quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu, mais tout à fait fondamental également, c'est-à-dire la valeur culturelle, la valeur intrinsèque, hein, et puis les valeurs liées à l'identité qu'on peut avoir avec un territoire, qui sont également en déclin de par le monde. Donc, le rapport souligne de manière très importante qu'il est encore temps d'agir, hein, et une très grande partie du rapport est consacrée aux options pour l'action. Donc, je vais maintenant passer la parole à mes deux collègues, hein, qui vont mettre en lumière quelques-unes de ces options, à la fois en milieu terrestre d'abord et puis ensuite dans les océans. Alors, pour les milieux terrestres, Paul Ledley. Paul Ledley, voilà. Donc, il y avait une question qui était posée sur le lien entre la biodiversité et le changement climatique. Et je pense qu'il y a trois choses à retenir. Donc, la première chose est que le changement climatique est une menace extrêmement importante pour la biodiversité. On le voit déjà dans les déclins, des dégradations de récifs coralliens à l'échelle planétaire à l'heure actuelle. Et dans le futur, on pense que ça va poser un risque très important pour l'ensemble des espèces. Ici, le taux d'extinction lié au réchauffement planétaire. Donc, sur ce qui est prêt pour l'accord de Paris en termes de réchauffement climatique, c'est-à-dire que les engagements, on est plutôt vers 3,5 degrés de réchauffement planétaire. Vous voyez que c'est autour de 10% des espèces qui risquent d'être en risque d'extinction à cause de ça. Donc, première chose, il faut faire quelque chose pour le changement climatique si on veut sauvegarder la biodiversité. Deuxième chose, si on met en place certains types d'atténuation de changement climatique, certains peuvent être extrêmement néfastes pour la biodiversité. Donc, surtout la bioénergie, si c'est fait à très grande échelle, et aussi l'afforestation, en anglais. Ça, c'est en mettant des forêts, plantant des forêts où il n'y a pas de forêt actuellement, il n'y a pas eu de forêt récemment. Donc, il y a un papier qui vient de sortir dans Science qui suggère qu'en plantant des arbres partout sur la Terre, on peut faire une forte atténuation de le changement climatique, mais le risque très fort est qu'il aura un effet très néfaste sur la biodiversité directe, sur le changement d'utilisation des terres. La troisième chose à retenir est que la biodiversité et la protection de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique vont de pair très souvent. Donc, par exemple, il faut qu'on arrête de couper les forêts. C'est des réserves de carbone énormes. On coupe cet carbone et relargué dans l'atmosphère. Il faut replanter des forêts ou restaurer des forêts dans les endroits où il faut mettre des forêts. Donc, il faut faire ça bien planifié. Mais on peut aussi faire autre chose. Donc, je prends l'exemple de le programme 4 pour 1000, qui est cette idée de stocker du carbone dans les sols agricoles. Et surtout, on peut le faire si on augmente la quantité de carbone dans les sols avec l'utilisation des organismes de sol, l'aide de l'organisme de sol. Donc, c'est à la fois bien pour le stockage de carbone et pour la biodiversité du sol. Donc, ces trois choses sont très importantes de retenir et ça suggère que si on veut faire l'atténuation du changement climatique, il faut surtout mettre l'accent sur le troisième composant là et sur la diminution de consommation d'énergie. Donc, la deuxième chose où je voulais insister, c'était sur les options options pour les actions. Donc, le IBES, comme le GIEC, on n'est pas prescriptive et on donne que des options d'action. Donc, certaines actions sont, par exemple, de protéger des espèces et des écosystèmes, par exemple, par les aires protégées. Et là, il y a de très bonnes nouvelles, au moins en Europe. Je prends deux exemples. Le castor de l'Europe, qui était à un moment donné à 1200 espèces à l'échelle planétaire. Il y en a 14 000 maintenant en France parce qu'on a su le protéger. Ou le gypaète barbu, qui était éteint dans les Alpes, où il y a même plusieurs centaines de couples dans les Alpes à l'heure actuelle, à cause de la protection de cette espèce qui était fortement menacée, surtout par la chasse et la destruction de ces espèces, et qui était réintroduite il y a quelques décennies. Mais ça ne suffit pas de mettre des aires protégées.
il faut aussi maintenant faire autre chose. Et ça, c'est de régir sur la consommation et production. Et l'exemple que j'ai pris, c'est la production agricole qui est sur le milieu terrestre parmi les premières menaces pour la biodiversité à l'échelle planétaire. Et en France, j'ai pris l'exemple des oiseaux de milieu agricole. Ils sont en déclin de 33% depuis 1990. On a aussi des déclins des abeilles, on a aussi des déclins de beaucoup d'insectes volants dans le milieu agricole. C'est vraiment là qu'il faut réagir sur la manière de faire la production durable, et ça peut être lié aussi avec une consommation durable. Souvent, on parle de diminution, au moins pour les pays développés, de la quantité de viande rouge. Troisième chose qui est une option, qui est d'intégrer la biodiversité dans tous les secteurs. Donc, pour les gouvernements, de ne pas avoir de discussion sur la biodiversité confinée au ministère de l'Environnement. Et ça, c'est très bien que ces des groupes, des commissions parlementaires qui sont ensemble. Deuxième chose, il faut que les entreprises, ils sont bien pris en charge des questions de changement climatique. Ils sont en train de faire pour la biodiversité, mais il faut faire beaucoup plus. Et troisième chose, il faut réagir au niveau de société et pas juste pour les amoureux de la nature. Il faut que l'ensemble des citoyens vraiment prennent au sérieux les questions de biodiversité. Quatrième chose, il y a beaucoup de choses qui sont en place en principe, mais qui n'ont pas suivi en pratique. Donc, on manque des moyens. Donc, il y a tout un chapitre presque sur ces politiques qui sont très positives, mais souvent qui manquent les moyens de mise en œuvre. Donc, vraiment, on a un vrai besoin d'utiliser ces bonnes idées qui sont souvent déjà en place, mais donner des moyens de vraiment mettre en action. J'ai déjà parlé de l'importance de tirer parti des synergies entre la biodiversité et le changement climatique, de ne pas les opposer. Et finalement, une autre option importante, c'est d'augmenter de façon très importante le dialogue autour de la biodiversité avec les communications et la sensibilisation à tous les niveaux. J'ai pris 3 exemples. Dans notre consortium qui s'appelle BASC de recherche, vous avez sur votre gauche un graphique qui nous montre nos scientifiques avec des exploitants agricoles en train de parler des projets ensemble d'agroécologie. Au milieu, vous avez un projet en France d'introduire la biodiversité à l'école, à le plus jeune âge. Et vous avez aussi, à plus haut niveau, à l'échelle internationale, un exemple de la prise en compte, de la prise en charge de la biodiversité à plus haut niveau dans les discussions intergouvernementales avec le G7. Donc, il y a plein d'autres options qui sont données à la fois dans le résumé pour les décideurs, mais aussi dans l'ensemble de le rapport. Et ce qui est surtout dit, c'est que c'est plus facile de faire l'ensemble de ces mesures et plus efficace de faire l'ensemble de ces mesures que d'essayer de faire un par un. Donc, j'arrête là. Je passe la parole à mon collègue. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs les députés. Alors, on nous demande d'aller très vite, donc accrochez-vous, je vais aller très vite. Donc, j'ai l'honneur à mon tour de vous présenter quelques résultats principaux de l'IPBES avec un focus sur le marin. Alors, comme pour le terrestre, les preuves scientifiques sont sans équivoque. La biodiversité marine décline à un rythme sans précédent. Les causes principales sont la pêche, les usages du littoral, la pollution, le changement climatique. Aujourd'hui, un tiers des coraux, des requins et des mammifères marins sont menacés d'extinction. 3% des océans sont aussi décrits comme étant préservés des pressions humaines. Alors, la pêche a eu les impacts négatifs les plus importants jusqu'à présent à l'échelle globale. Vous voyez ici que pour faire face à la courbe bleue, pour faire face à la demande croissante en produits de la mer, la puissance n'a cessé de croître, la puissance de pêche, tandis que les captures depuis plus de 20 ans stagne. Donc ça, c'est un signe clair de surexploitation généralisée. D'ailleurs, la FAO classe 93% des stocks de poissons comme étant soit surexploités, soit exploités à leur maximum. Le long du littoral, les multiples usages de la mer et le changement climatique dégradent la biodiversité à un rythme sans précédent. Les 2,6 milliards de personnes qui vivent près des côtes exercent une pression croissante sur des écosystèmes déjà fragilisés, comme les herbiers marins, les mangroves et bien sûr les récifs coralliens.
Les pollutions, alors c'est aussi un facteur d'impact important. La pollution plastique a été multipliée par 10 en 40 ans, touchant une vaste majorité de tortues, d'oiseaux marins et de mammifères marins. Il y a également d'autre part l'utilisation excessive de fertilisants sur le continent qui provoque le développement de zones mortes, anoxiques, sans oxygène en mer, d'une superficie totale équivalente à celle du Royaume-Uni. Alors pourquoi s'en soucier ? La perte de biodiversité met en péril les sociétés humaines dans la mesure où l'océan rend des services écosystémiques majeurs. Par exemple, le phytoplancton produit la moitié de l'oxygène global. L'océan séquestre le quart des émissions anthropogéniques de CO2, par là même jouant un rôle essentiel dans la régulation du climat. Les écosystèmes côtiers protègent le littoral des tempêtes et de la montée du niveau de la mer. Enfin, l'océan soutient la production halieutique et aquacole qui fournit des emplois directs à plus de 60 millions de personnes. Quel futur ? Alors, dans des scénarios qu'on qualifie de business as usual, aucune de ces menaces n'est censée diminuer dans le futur. Si nous continuons sur notre trajectoire, eh bien, il faudra s'attendre à une diminution de la biomasse des poissons de l'ordre de 20%, avec en parallèle une migration de cette biomasse vers les pôles, ce qui veut dire un dépeuplement au niveau de la zone intertropicale. Les récifs coralliens seraient réduits à 1% de leur surface avec un réchauffement de 2 degrés. Il y aurait aussi également une augmentation des événements extrêmes et du niveau de la mer qui entraînerait la destruction des habitats côtiers qui hébergent bien sûr une biodiversité marine importante, mais aussi les populations humaines. Enfin, une expansion spectaculaire des zones hypoxiques et une acidification accrue des océans qui sont délétères à la survie des organismes marins. Alors il y a des synergies entre le changement climatique et d'autres facteurs tels que la pêche. Le scénario business as usual montre qu'il y aurait plus 20% de stocks surexploités de par le monde, avec en parallèle une chute des bénéfices économiques. Au contraire, une gestion adaptative au changement climatique permettrait d'inverser la tendance négative. Par exemple, par la révision des quotas en fonction des variations de production et de changements de distribution spatiale des poissons dans le monde. Alors, le rapport IBES montre qu'il y a des solutions pour aller vers des pêcheries durables. Première solution évidente, j'en présenterai 4 et j'en aurai fini, c'est d'enrayer la surexploitation. Merci. C'est d'enrayer, je respire, ne vous inquiétez pas, d'enrayer la surexploitation des stocks. Actuellement, il y a seulement 7% des stocks qui sont en situation de sous-exploitation. Donc vous voyez bien qu'il y a peu de place pour l'expansion de la pêche, d'autant plus que ces stocks sont en général de faible valeur nutritionnelle et commerciale. Donc, la solution est vraiment de reconstruire ces stocks qui sont épuisés. Ça passe par réviser les points de référence à la baisse pour s'adapter au changement climatique. Il s'agit également de combattre absolument les pêches illicites, non déclarées et non réglementées, les INN ou les IUU en anglais. Deuxièmement, il faudrait également stopper les subventions délétères dès lors qu'elles sont associées à la surexploitation et à une production inefficace. Alors, il faut s'attendre à une levée de bouclier de la part de groupes d'intérêt particuliers, mais nos résultats montrent que des réformes politiques pourraient engranger des bénéfices économiques grâce à la reconstitution des stocks de poissons. Troisièmement, les modèles montrent qu'étendre et mieux connecter le réseau actuel des AMP des aires marines protégées, serait bénéfique à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour les pêcheries. Il s'agit d'adapter la taille et la localisation des aires marines protégées aux impacts du changement climatique. Il faut également développer la protection intégrale des réserves, car si les aires marines protégées couvrent 7,6% des océans à l'heure actuelle, seuls 2,2% sont en protection intégrale. Donc on est bien loin des 10% affichés comme objectif Aichi Target de la Convention sur la biodiversité. Enfin, le rapport montre l'extrême importance du partage équitable des ressources dans le monde. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Les pays développés jusqu'à présent sont parvenus à limiter, bon an, mal an, l'impact des pêches sur les océans, soit en important les produits de la mer et souvent en provenance des pays en développement, soit en exportant leur pression de pêche, en pêchant dans des eaux étrangères, et souvent ce sont les eaux des pays en développement. Donc ces pays en développement sont ceux qui subissent la plus grande dégradation de biodiversité. Le résultat, c'est que 3/4 des captures mondiales sont produites dans les pays en développement. Cet enjeu de partage équitable des ressources est omniprésent dans le monde. En effet, les pêcheries artisanales représentent 90% de l'emploi, la moitié des captures. Le reste de la production est détenu et concentré par quelques industries.
En parallèle, on a aussi des fonds qui transitent par les paradis fiscaux et qui financent la plupart des navires industriels impliqués dans la pêche illicite. Donc il est essentiel de préserver, de soutenir les pêcheries artisanales partout dans le monde, des pêcheries qui soient bien gérées, c'est-à-dire avec des engins sélectifs et non destructifs, afin de promouvoir l'emploi, afin de réduire la consommation de combustibles fossiles et enfin, finalement, de réduire l'empreinte de l'homme des pêcheries sur les océans. Je vous remercie. Merci, franchement, vous avez été rapide, mais vous reprendrez le temps, chacun de vous trois, pour répondre aux questions, aux interventions des collègues dans quelques minutes. Yann Derling, monsieur l'ambassadeur en charge de l'environnement. Merci Madame la Présidente et merci aux députés membres de la Commission des Affaires étrangères. Je crois que ça s'associe aussi les députés de la Commission du développement durable aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir organisé cette audition parce que la dimension de diplomatie environnementale est souvent un peu n'apparaît pas comme une évidence dans le travail diplomatique et dans le travail de l'action internationale de la France. Et pourtant, c'est un sujet, à mon avis, qui va monter en puissance dans les années qui viennent. Donc, moi, je suis très fier d'occuper cette fonction d'ambassadeur à l'environnement depuis quelques mois. Pour vous préciser un petit peu les choses par rapport à ma mission, des ambassadeurs thématiques, la France en dispose aujourd'hui d'une quinzaine à peu près d'ambassadeurs thématiques. C'est une originalité française, mais pas que française. D'autres pays ont des ambassadeurs thématiques. Nous sommes trois à nous partager la mission environnementale, à savoir d'un côté le climat avec Brigitte Collet qui est ambassadrice au climat, Ségolène Royal qui est ambassadrice au pôle et moi-même qui suis tout le reste. Voilà, c'est l'environnement au sens large, et dont principalement les questions de biodiversité. Donc le focus qu'on fait aujourd'hui, il est sur la biodiversité. La présence de l'IBES est là pour en parler. Aussi et surtout pour vous dire que la question de la biodiversité, c'est un propos qu'avait tenu à l'époque Nicolas Hulot quand il est devenu ministre de la Transition écologique et solidaire, que le président de la République Emmanuel Macron porte depuis le début également, qui est de dire que la biodiversité doit être regardée et traitée et abordée à un niveau au moins égal à celui du climat. L'importance de ce sujet biodiversité n'est pas que parce que les sujets que vous évoquez avec l'IBES que vous avez présenté à l'instant sont d'une gravité exceptionnelle, c'est aussi parce que nous avons trop longtemps privilégié les questions climatiques, nous les avons séparées des enjeux de biodiversité alors qu'ils sont infiniment liés. Ils sont liés parce qu'on parle du même sujet, la planète, et puis aussi parce que les avoir séparés nous a fait faire des erreurs. Donc il faut les recombiner. Quand je dis faire des erreurs, je vous donne l'exemple de l'huile de palme, par exemple, qui a été un sujet qui est monté en puissance parce que nous avons souhaité avoir de l'huile végétale pour remplacer les carburants d'origine fossile et qu'un certain nombre de pays se sont lancés dans la production d'huile végétale à destination des carburants et qu'on s'est rendu compte en cours de route que ça provoquait de la déforestation. Donc l'importance de parler climat et biodiversité nous aurait peut-être évité de faire cette erreur à l'époque qu'aujourd'hui on tente tant bien que mal de corriger. Donc ma mission d'ambassadeur à l'environnement, il est de suivre les questions environnementales à l'échelle internationale pour la France, au nom de la France, et on va dire, j'ai deux grands champs d'action. Le premier, c'est de suivre les conventions internationales, je vais y revenir. Et le deuxième champ, c'est de traiter des questions environnementales quand ils se posent d'un point de vue bilatéral dans le relationnel entre deux pays. Par exemple, je viens de vous citer l'huile de palme. C'est un sujet qui n'est pas l'objet d'une convention internationale, mais c'est un sujet de discussion diplomatique entre la France aujourd'hui, et principalement l'Indonésie et la Malaisie. Nous avons d'autres sujets de travaux bilatéraux avec beaucoup d'autres pays sur des questions environnementales, ne serait-ce que parce que nous avons des collaborations. Je pense par exemple au Tchad, avec lequel nous travaillons sur la protection des éléphants. Je vais y revenir également et je remercie Madame la Présidente d'avoir souligné la question qui va nous occuper, qui va m'occuper en l'occurrence, puisque je vais conduire la délégation française à la COP, à la Convention des parties, qui se réunira le 17 août, à partir du 17 août à Genève, qui va porter sur la Convention sur le trafic des espèces menacées, la Convention CITES. Simplement, avant d'y venir, vous dire que le champ de la diplomatie environnementale est énorme. Les conventions internationales qui aujourd'hui portent sur l'environnement sont de plus d'une centaine. Et encore, je crois que si je comptais encore davantage, j'en aurais encore plus. Elles n'ont pas toutes la même importance. Si je devais
dire qu'il y en a 3 principales. Je dirais qu'il y a la Convention climat, dont tout le monde connaît évidemment l'importance. Il y a la Convention biodiversité, qui est un rendez-vous important l'année prochaine. Et puis à la Convention désertification. C'est les trois grands sujets majeurs qui sont sortis des grands sommets de la Terre, notamment Rio en 92. Et d'ailleurs, c'est en 92 qu'on a adopté la Convention sur la biodiversité, la première. Donc ces sujets-là ont été séparés et encore une fois, je pense qu'il est important qu'on les réassocie. Je suis donc d'autres conventions environnementales, mais je vais me focaliser aujourd'hui sur 2 d'entre elles, que sont les conventions CITES et la convention biodiversité, qui va être un sujet important qui va être traité dans les semaines qui viennent et qu'on a déjà commencé à regarder évidemment du côté français. Je ne reviendrai pas sur pourquoi il faut se préoccuper de la biodiversité. Vous l'avez largement expliqué. Moi, il y a deux chiffres que j'utilise souvent et qui me surprennent, mais je ne sais pas si vous les utilisez aussi, et je ne sais pas s'il était dans le rapport de l'IPBES. C'est ce chiffre qui, moi, m'interpelle toujours. Si vous prenez 100 mammifères sur la Terre, 60 mammifères sont du bétail, de l'élevage et des animaux domestiques, 35 sont des êtres humains, et 5, ce sont des animaux sauvages, des mammifères sauvages. Sur la planète aujourd'hui. Vous ne me contredisez pas, c'est bien vrai. Vous voyez l'état aujourd'hui d'occupation de la planète par l'humain et les animaux qui lui sont associés et la part qu'on a laissée aux sauvages. Bon, je ne sais pas si on va changer cette proportion, mais en tout cas, les 5% qui restent, va vraiment falloir se retrousser les manches pour les préserver et les protéger. En tout cas, ce chiffre-là me parle beaucoup. Le deuxième chiffre qui me parle beaucoup, que vous avez évoqué, on parle souvent de 6e extinction des espèces. Vous l'avez évoqué dans le rapport que vous avez présenté, rendu public en avril dernier. 6e extinction, là aussi, il faut donner une petite explication. La 5e, c'était celle des dinosaures. Ça fait loin, ça fait 65 millions d'années. L'extinction en question, et les précédentes, c'était pareil, sont déroulées, alors on n'a pas le chiffre exact, mais sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Là, on est en train de la mener, cette 6e extinction, du fait d'une espèce qui est la nôtre, sur quelques dizaines d'années, centaines d'années. C'est rien à l'échelle, évidemment, de la planète. Donc, et là, on a une responsabilité extrêmement forte, puisque c'est nous qui en sommes responsables. Alors, les rendez-vous qui sont donc devant nous sont d'une importance capitale. Je vais parler de la COP CITES d'abord, peut-être, pour dire que on est sur une déclaration qui fait consensus. Enfin, le constat est partagé, puisque le rapport de l'IPBES, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça n'est bizarrement pas que l'émanation de scientifiques, mais il a été accepté et adopté par les États, puisqu'on l'a relu ensemble dans une séance qui a duré une semaine, qui a été fastidieuse d'ailleurs, et c'est les États qui l'ont adopté. Le constat est partagé, ce n'est pas que vous qui le dites, les États ont partagé le constat. Mais dans le même temps, quand on dit cela, après, il y a la question de, puisqu'on est d'accord sur le constat, comment on agit? Et qu'est-ce qu'on fait? Et là, par exemple, Madame la Présidente l'a cité, la prochaine COP CITES, ne serait-ce qu'au niveau européen, est surprenante, parce qu'on va débattre du classement et de la protection d'espèces majeures, comme par exemple les éléphants, les girafes ou les rhinocéros. La France, depuis des années maintenant, s'est engagée à être dans un soutien fort au plus haut niveau de protection. La CITES, c'est 3 annexes. L'annexe 1, l'annexe 2 et l'annexe 3. L'annexe 1, c'est la plus forte protection, c'est l'interdiction du commerce. L'annexe 2, c'est on protège un peu plus, et l'annexe 3, on protège un peu moins. Mais grosso modo, quand une espèce est classée dans une de ces 3 annexes, c'est qu'elle est en danger, c'est qu'elle est en déclin. Les éléphants sont classés aujourd'hui dans 2 annexes différentes, ce qui est absurde. L'annexe 1, pour les éléphants qui sont les plus menacés, c'est les populations qui se trouvent au centre de l'Afrique. Et l'annexe 2, pour les éléphants qui sont situés au sud de l'Afrique et qui sont moins menacés parce que l'Afrique du Sud a une capacité de protection qui est plus élevée que des pays, parce que c'est un pays riche, que des pays qui sont moins riches et qui peuvent moins assurer cette protection. Et les pays d'Afrique, aujourd'hui, qui sont au centre de l'Afrique, sont une trentaine, plus d'une trentaine, à aujourd'hui demander un classement intégral
en annexe 1 des éléphants, parce que précisément on ne maîtrise pas le braconnage. Quand vous tuez un éléphant, il est très compliqué ensuite de dire que l'ivoire que vous avez, il provient de l'Afrique du Sud et il ne vient pas du centre de l'Afrique. On ne peut pas le mesurer. Et du coup, le braconnage, il est réel aujourd'hui dans les pays d'Afrique centrale et ces pays-là aujourd'hui se mobilisent pour protéger leur population d'éléphants qui sont en déclin rapide. Donc nous soutenons ces pays. La France soutient ces pays. Nous avons souhaité un classement en annexe 1 de l'intégralité des populations d'éléphants, mais nous n'avons pas été suivis au niveau européen. Et je ne peux que aller dans le sens de ce que disait Madame la Présidente, c'est que je crains, c'est plus qu'une crainte, je crains que les opinions publiques ne soient pas très au courant de ce qui se discute. C'est bien qu'elle nous écoute, elle nous entende, et c'est bien qu'on en parle, franchement. Voilà, alors il y a un gentleman agreement qui dit qu'on ne doit pas outer les amis européens sur leur position, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, mais je peux en tout cas vous dire que la France a défendu cette position de protection des éléphants et qu'on souhaite évidemment rendre publique cette situation qui pose vraiment un problème de protection de cette espèce. Alors les éléphants, c'est une espèce, il y en a bien d'autres, mais symboliquement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas tenir un discours d'un côté qui est de valider le rapport IPBES en disant il y a un danger critique sur l'extinction d'espèces, notamment les éléphants, les grands singes jaunes, et d'un autre côté, au moment où la décision est entre nos mains, ne pas la prendre. Voilà. Et donc chacun est devant ses responsabilités. Donc la France essaye d'être à un haut niveau d'ambition sur la protection des espèces. Je l'ai dit sur la CITES. Demain, on va se retrouver aussi fin 2020 en Chine pour la COP 15, c'est la 15e, c'est la convention des parties. Chaque COP a un numéro, mais la COP 15, c'est la 15e COP sur la biodiversité. Elle va être très importante, elle va avoir le même niveau d'importance qu'avait la COP 21, puisque la COP 21 était un moment où il fallait... on finissait la période d'une convention qui avait fini sa vie et il fallait en retrouver une nouvelle, en recréer une nouvelle. C'est exactement la même chose pour la biodiversité. On a une convention qui a été adoptée en 92 et qui a sa fin en 2020. Et donc, il faut qu'on ait une nouvelle convention, un nouveau cadre de protection de la biodiversité pour la période 2020, 2030 ou au-delà. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est l'équivalent de la COP 21 l'année prochaine en Chine. Comme l'a dit l'IPBES, la question principale, c'est de savoir où en est-on de ce sur quoi on s'était engagé la dernière fois. Et c'est les fameux objectifs d'Aichi. Ils étaient au nombre de 20. L'IPBES les a évalués. 4 d'entre eux sont à peu près bons. Mais quand on les regarde, ce n'est pas non plus les plus difficiles qui étaient à atteindre. Il fallait avoir un plan biodiversité, la France là, par exemple. Il fallait avoir des aires protégées. On est à peu près au bon sur cette question-là. Puis les 2 autres objectifs, je les ai oubliés, mais vous pourrez me le redire. Enfin, ce n'est pas des objectifs, à mon avis, fondamentaux. Donc la question, c'est les objectifs d'Aichi n'ont pas été atteints. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il va falloir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de mieux à la COP 15 qu'on a déjà fait. On ne va pas juste refaire une convention, se gargariser avec plaisir d'avoir fait un nouveau texte, un nouveau cadre réglementaire. Il faut évidemment être dans l'action. Moi, j'ai en tête un propos qu'a tenu un conférencier il n'y a pas longtemps. J'étais en Norvège pour une conférence sur la biodiversité. Un conférencier nous a montré 2 courbes qui m'ont interpellé. La première courbe, il nous a montré, depuis 1950, le nombre de conventions, de textes, de déclarations, d'engagements sur les questions d'environnement qui ont été pris à l'échelle internationale. Et cette courbe, elle est exponentielle. Depuis 1950, on en a un nombre impressionnant de conventions, de textes, de réglementations, de textes de déclarations et de conventions internationales. Et il nous a montré après une deuxième courbe qui était l'état de la planète et de la biodiversité. Et la courbe était juste inversée. Alors, il n'y avait pas besoin d'en dire davantage, mais la conclusion de ça, c'est que le sujet, c'est pas tant d'aller sur une nouvelle convention qui dit d'autres choses. Le sujet, c'est de mettre en œuvre ce qu'on sait déjà qu'il faut mettre en œuvre. C'est ça le sujet. Donc, passer à l'action. Et donc, on va avoir 4 sujets qu'on va discuter à la COP 15. Le premier, ça va être de rediscuter de ces objectifs qu'on avait discutés à l'époque, les objectifs d'Aichi, pour les simplifier, pour les rendre plus compréhensibles, pour les rendre plus appréhendables et incorporables dans les politiques de tout un chacun, de tous les décideurs. La COP21 avait réussi, par exemple, à trouver un objectif simple qui était 2 degrés.
eh ben, c'est à peu près ça l'équivalent qu'il faut trouver. Il faut trouver un objectif qui soit aussi parlant. C'est pas anecdotique, hein, c'est pas du déclaratif. C'est qu'après, quand les gens comprennent vers quel objectif il faut aller et que tout le monde l'a compris, tout le monde peut se mobiliser pour y aller. Mais quand on ne comprend pas vers quoi il faut aller, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est très important. L'objectif, il précède l'action et c'est donc très important de se mettre d'accord sur des objectifs simples. Derrière, évidemment, l'objectif, il y a l'indicateur de mesure. Par exemple, le nombre d'espèces qu'on va réussir à protéger, qu'on va éviter de voir disparaître, etc. Au passage, moi j'ai entendu des trucs horribles qui me disaient, par exemple, l'objectif qu'il faut inscrire, c'est on détruit 2 espèces par an, pas plus. Je trouve ça pas très communicant, mais dites-vous bien que c'est quand même quelque chose qui circule, qui se dit, parce que c'est une réalité. On ne sait pas quel est le rythme de destruction des espèces aujourd'hui en réalité, et dire qu'on va en pas détruire pas plus de 2, c'est presque optimiste en réalité par rapport à ce qu'on constate. Mais c'est horrible en réalité, c'est incommunicable. Mais pour vous dire un petit peu les indicateurs que derrière il va falloir qu'on cherche, il faut qu'on soit très pointu sur la capacité de mesurer si ce qu'on fait est efficace. Ça, c'est très important. Après, il y aura, comme pour la COP21, le deuxième étage de la fusée, ça va être que chaque État va devoir s'engager pour dire, moi, par rapport à ces objectifs et ces indicateurs, voilà ce que moi je vais faire. Et chaque État devra dire quel est l'effort qu'il va faire. Par exemple, c'est pas un objectif, mais une des réponses, une des actions qui peuvent être mises en œuvre pour répondre à ces objectifs, ça va être par exemple de décider d'augmenter la part de territoire qu'on met en aire protégée, aire marine protégée, aire terrestre protégée. Aujourd'hui, les objectifs d'Aichi, c'était 17% d'aire terrestre protégée et 10% d'aire marine protégée. On les a à peu près atteints. Après, il faut voir ce qu'on met dedans, mais on les a à peu près atteints. Le président de la République a annoncé 30%. C'est à peu près le chiffre qui aujourd'hui circule le plus, c'est de dire qu'il faudra que les États s'engagent à préserver 30% de leurs aires terrestres et de leurs aires marines s'ils en ont. C'est très ambitieux, mais le vrai sujet derrière, encore une fois pour être efficace, parce que derrière il faudra mesurer si c'est efficace, c'est de bien se dire qu'il faudra qu'on dessine ces aires là où il y a de la biodiversité. C'est pas intéressant de décider que 30% de son désert, on le met en aire protégée. Il y a de la biodiversité dans les déserts, mais enfin beaucoup moins dans une forêt tropicale. Donc il faudra qu'on soit très vigilant sur qu'est-ce qui est le périmètre décidé par les États pour protéger la biodiversité. Et le deuxième élément décisif par rapport à ça, c'est la qualité de gestion. C'est-à-dire que vous pouvez dire ça c'est protégé, puis vous mettez aucun agent, aucun rangers, aucun outil de protection. Alors à ce moment-là, ce n'est pas une aire protégée dans les faits, puisque vous ne la protégez pas. Donc la qualité de gestion va être très importante. Et du coup, un des éléments importants par rapport à ces engagements qui seront pris, là j'ai donné 2 exemples, ça va être la mesure. Et là, ça va être le sujet le plus conflictuel, à mon avis, dans la discussion qu'on va avoir, parce que c'est comme pour la COP21. Si un grand pays, je ne vais pas en citer là, parce qu'on est devant les caméras, mais si un grand pays dit moi je m'engage à réduire de 30% mes émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu diffus cette affaire. La question c'est qui va vérifier que c'est vrai. Et si c'est lui-même qui le dit, personne ne le croit. Donc la mesure doit être d'un tiers vérificateur qui soit objectif. Et donc pour la biodiversité, ça va être la même chose. Si un État dit moi je vais m'engager à préserver, mettre sous protection 30% de mon territoire et je vais m'engager à réduire le taux de pesticides, les taux, la déforestation, etc. Il peut le dire, après il faut le vérifier. Donc la question de la mesure et de la vérification, à un moment donné, il y aura forcément, j'anticipe peut-être la suite, mais il y aura forcément une discussion sur quel peut être le tiers vérificateur qui donnera confiance à la communauté internationale sur les engagements de chaque État. Troisième étage de la fusée, ça va être que les États ne peuvent pas tout. Ça, on le sait de plus en plus. Dans les conventions internationales, les États ne peuvent pas tout, ne peuvent pas tout décider tout seuls. Et on a besoin d'être avec les entités non étatiques, comme on dit. En anglais, on appelle ça stakeholders. C'est, grosso modo, pour faire simple, les collectivités locales, il faut les embarquer dans les engagements. Et il faudra embarquer les entreprises. Les entreprises, c'est très, très important parce qu'aujourd'hui, les acteurs impactants de la biodiversité, je pense par exemple à la déforestation aujourd'hui dans le monde, c'est parce qu'on a des entreprises qui achètent des produits qui peuvent participer de la déforestation. Donc, si ces entreprises ne sont pas embarquées dans le système, on aura beau prendre toutes les décisions internationales, eh bien, il n'y aura pas d'effet sur le terrain. Donc, ces entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer pour travailler à la réduction de la perte de biodiversité. Et dernier étage, j'allais pas dire que c'est le plus important, mais quand même par rapport à l'idée que je vous ai dit que l'action va être très importante, le concret va être très important, c'est les ressources et les moyens. On ne peut pas se faire une liste d'actions qui nous fait plaisir et derrière mettre juste aucun moyen pour les mettre en œuvre. Il faudra qu'il y ait des moyens.
le volet climatique a montré qu'on était en capacité de débloquer des moyens financiers notamment. On a toute une batterie aujourd'hui d'organismes qui travaillent à cette question de l'ingénierie financière pour trouver des solutions financières au financement des actions qui seront mises en œuvre. On sait par exemple, on a l'AFD, l'Agence française de développement, qui a estimé, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que si on voulait mettre en œuvre les objectifs d'Aichi, il faudrait qu'on ait 200 milliards de dollars par an mis sur la table. Ça paraît énorme par rapport notamment aux 100 milliards climat qui sont aujourd'hui évoqués. Mais en réalité, si on est un peu subtil, si on pense que ce n'est pas que de l'argent public, surtout, et qu'on va chercher les fonds d'investissement, les fonds souverains, qu'on cherche aussi à ce qu'on valorise l'action aujourd'hui qui est faite sur les questions climatiques pour leur rajouter une plus-value biodiversité, ces 200 milliards ne sont pas tout à fait impossibles à trouver, à imaginer, à penser. En tout cas, il y a beaucoup de recherches qui sont faites en ce moment. Je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on trouve des formules qui nous permettent d'aboutir. Voilà le panorama général de l'action que la France mène et j'allais dire tant à l'international et je veux ajouter sans aller sur un territoire qui n'est pas le mien, l'important quand on dit des choses à l'international, c'est d'être exemplaire chez soi. C'est la raison pour laquelle le président de la République a récemment fait des annonces sur les questions de biodiversité après avoir reçu l'IPBES, parce que évidemment qu'on est attendu là-dessus. Le nombre de pays aujourd'hui qui sont locomotives sur les questions de biodiversité n'est malheureusement pas si important. La France en fait partie, avec le Canada, avec l'Allemagne, avec la Norvège, mais on n'est pas si nombreux et on a entamé, nous, un travail d'abord d'aller plus loin dans nos propres engagements sur les questions de biodiversité et de travailler main dans la main avec la Chine dans un état d'esprit de la COP21 à la COP15, travaillons main dans la main. Merci beaucoup, Yann Verling. Alors, on va maintenant donner la parole à ceux qui sont dans la salle. Pour La République En Marche, Jean-François Mbaye. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier nos intervenants pour leur présentation et me féliciter de leur présence ici devant notre commission pour évoquer une problématique qui est éminemment importante. Nous avons tous pris avec une très grande attention connaissance du rapport qui a été publié par l'IPBES en mai 2019. Et je dois vous dire qu'il est difficile de ne pas admettre qu'à cette attention est rapidement venue s'adjoindre une pointe d'appréhension, tant le constat effectué par les 455 experts à l'origine de ce document apparaît comme dramatique, pour ne citer qu'un chiffre parmi d'autres, celui du million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction, dont une grande partie, vous l'avez rappelé, dans les prochaines décennies. Toutefois, dans le prolongement immédiat de cette publication de rapport, les ministres de l'écologie des pays du G7 se sont réunis à Metz les 5 et 6 mai derniers et il avait été à l'issue de cette réunion signé la Convention de Metz portant engagement de la part des signataires d'accélérer leurs efforts afin de lutter contre l'érosion de la biodiversité. C'est un engagement qui est évidemment, le bienvenu et il ne saurait constituer une fin en soi. Et j'en veux pour preuve le rejet du pacte mondial pour l'environnement à Nairobi le 23 mai dernier qui illustre à mon sens le dangereux décalage qui peut exister entre l'urgence écologique à laquelle nous faisons face et une certaine inertie onusienne qui devient de plus en plus dangereuse à mesure qu'elle persiste. Alors j'aurais deux questions. La première à Madame la secrétaire exécutive de l'IPBES. Outre les chiffres touchant directement au déclin de la biodiversité, le rapport met également en lumière les différents facteurs aggravant l'érosion de la biodiversité biologique, extension des milieux urbains, pollution par les plastiques, exploitation intensive des ressources maritimes et terrestres, et j'en passe. Eu égard à ces considérations, quelles seraient vos principales recommandations à l'endroit de cette commission et de l'exécutif français afin que notre pays puisse agir plus particulièrement sur chacun de ces points? Et j'en profite pour dire que mes prochains travaux porteront justement sur la préservation des forêts aux échelles européennes et internationales, impératif se trouvant au cœur de la protection des riches écosystèmes que ces dernières abritent. Et puis, monsieur l'ambassadeur, monsieur Verling, lors de mes échanges avec votre prédécesseur, monsieur Xavier Sticker, il m'est apparu que l'ambassadeur délégué à l'environnement disposait de moyens qui étaient, selon moi, en décalage total avec l'importance des missions qui sont les siennes. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez émis cette liste de courses et vous avez conclu en disant, et je pense que c'est très important de le dire, il nous faut des moyens. Pouvez-vous m'indiquer sur ce point ou nous indiquer si les choses ont évolué dans le bon sens et si les moyens qui seraient mis ou qui ont été mis
à votre disposition vous permettent aujourd'hui d'effectuer efficacement ce que l'on attend de vous. Pour revenir, et j'en terminerai sur mon dernier rapport, j'ai suggéré deux choses. Une première chose, une mise sous tension accrue de notre réseau diplomatique sur les questions relatives à la biodiversité, puisque le prisme était la diplomatie environnementale. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je posais la question au printemps de l'évaluation, je n'ai pas eu de réponse, alors je la réitère ici. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si la présence des agents du MTES dans les différentes représentations françaises à l'étranger a été renforcée et quels postes diplomatiques ont été ciblés en priorité ? Autre chose, vous avez évoqué le CITES. Dans le rapport que j'ai fourni, dans les 6 recommandations qui avaient été adoptées à l'unanimité par notre commission, il figurait à la recommandation 4 la promotion de l'adoption d'un accord entre le secrétariat de la CITES et l'Organisation maritime internationale sur le même modèle que celui liant le secrétariat de la CITES et l'Association internationale du transport aérien, afin de faire diminuer le commerce illégal et d'assurer la sûreté et la sécurité du transport par le vecteur maritime des espèces sauvages menacées. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, cette proposition, vous êtes prêt à la reprendre et à travailler avec nous sur cette question ? Dernière chose, pouvez-vous nous indiquer aussi à la Commission les grandes lignes de votre feuille de route pour les années à venir ? Bon, je pense que c'est un peu prématuré peut-être, mais les échanges internationaux qui se profilent, notamment l'UICN et la COP CDB de Pékin, événements qui auront lieu tous en 2020, laissent en effet à penser que vous aurez beaucoup à faire en très peu de temps, à l'image du temps qui nous a imparti pour sauver ce qui reste de notre diversité biologique. Merci, monsieur le député. Merci, madame la présidente. Merci beaucoup. Pour les Républicains, Bérangère Poletti. Merci, madame la présidente, et merci également à nos intervenants sur le sujet très important de la biodiversité. Moi, je pense que nos concitoyens sont malgré tout sensibles à ces sujets, de plus en plus sensibles au sujet de l'environnement. Mais la question, c'est, je pense, comme pour les entreprises, que vous avez souligné le problème des entreprises, mais pour les pays, pour les individus, la question, c'est jusqu'où nous sommes prêts à consentir des efforts pour gérer ce problème-là. D'autant plus que nous ne sommes pas touchés tous de la même manière. Des pays sont touchés diversement par les problématiques de diversité et y touchent aussi de manière diverse. Donc établir des règles internationales, c'est à mon avis pas forcément facile, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je voudrais vous poser une question à vous, monsieur l'ambassadeur, parce que vous avez souligné que votre poste était un poste original et que finalement peu de pays avaient décidé de créer ce type de poste. En France, ça existe depuis 2000. 7 ambassadeurs vous ont précédé. J'aimerais savoir ce qui, selon vous, fait la plus-value de ce type de poste, parce que c'est vrai que la diplomatie va être sûrement de plus en plus importante. Donc, comment ce type de poste peut impacter de manière conséquente ces problèmes de diversité, de biodiversité, et qu'ont fait vos prédécesseurs? Est-ce qu'ils ont emporté un certain nombre de succès? Ensuite, j'ai deux petites questions à vous poser. Une première concerne les OVM, puisque nous avons étudié dans cette commission la problématique du protocole de Kuala Lumpur, qui a été d'ailleurs voté à l'unanimité par notre commission, y compris en séance. Et je voudrais savoir ce que vous pensez du fait que les grands producteurs d'OVM, comme les USA, le Canada ou le Brésil... On va dire pour ceux qui nous regardent, organismes vivants modifiés. Oui, organismes vivants modifiés, c'est pas tout à fait la même chose que les OGM, mais le traité se propose de ratifier sur ce sujet-là. Et donc, je voudrais savoir ce que vous pensez des accords commerciaux que nous avons avec des pays qui refusent de s'engager sur ce protocole. Et j'ai une deuxième petite question qui pourrait paraître peut-être plus franco-française, mais je pense qu'il concerne les pays développés, sur la problématique des eaux usées, avec l'introduction de plus en plus importante d'œstrogènes dans les eaux, et donc les conséquences importantes sur la biodiversité qui vont même jusqu'au changement de sexe des poissons. Donc j'aimerais savoir quelle est votre analyse sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Pour le mouvement démocrate, Bruno Fuchs. Merci, Madame la Présidente. Madame la secrétaire exécutive, Monsieur l'ambassadeur, cher Jan Verling, j'ai compris qu'il fallait aller vite, donc accrochez-vous. Avec le rapport, votre rapport, que vous avez présenté, comme l'a dit Jean-François Mbaye, début mai,
Personne ne peut plus dire aujourd'hui qu'il ne savait pas et que nous sommes en train de dilapider notre patrimoine mondial environnemental commun. Comme Yann Verning l'a rappelé, la communauté internationale s'est engagée en 2010 déjà au Japon à lutter en ce sens, à travers notamment la fixation de 20 objectifs qui comprenaient entre autres la préservation de nos milieux terrestres, aquatiques, la lutte contre la déforestation, mais aussi la pollinisation. Comme Monsieur l'ambassadeur l'a rappelé, seuls 4 objectifs sur les 20 ont été atteints. Le président de la République française, lui, a pris des engagements très forts sur ce sujet, en appelant notamment à faire pour la biodiversité, comme vous l'avez dit, ce que nous sommes parvenus à faire pour le climat, en mettant en place à intervalles réguliers des conférences internationales type COP. Et la France, je pense, vous l'avez dit, et votre engagement le confirme, a des atouts forts et un engagement fort pour faire avancer ces sujets. Alors, mes questions sont les suivantes à Madame la secrétaire exécutive. Pouvez-vous nous renseigner sur la portée de ces COP biodiversité, dont la prochaine se réunira en Chine, et nous dire quels sont les pays moteurs, quels sont les pays encore peu sensibilisés qui freinent ce mouvement. Monsieur l'ambassadeur, vous avez rappelé l'action de la France et l'action que la France entend concrètement porter dans les négociations qui s'engagent. Quel est le degré d'urgence, puisque le rapport parle de situation alarmiste, mais quel est le degré d'urgence de la situation ? Et enfin, puisqu'on parle des citoyens, comment mieux les concerner, mieux les impliquer, et quelle est pour vous la part de la solution que les citoyens incarnent ? Merci, monsieur le député, pour les socialistes et apparentés, Alain David. Madame la Présidente, Mesdames, Monsieur l'ambassadeur, nous recevions la semaine passée un haut fonctionnaire dans la perspective de la préparation du prochain G7 de Biarritz. Je l'ai interrogé sans vraiment obtenir de réponse sur la possibilité de profiter de ce rendez-vous diplomatique majeur pour valoriser le fait que la France exerce conjointement avec les Fidji la présidence de la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes depuis le 1er juillet dernier. Cette organisation, justement créée après la COP21, vise à améliorer la protection des personnes déplacées dans le contexte du changement climatique et de la multiplication des catastrophes naturelles. Pour l'instant, composée de 18 États et de 2 organisations internationales, le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations, la plateforme doit faire des propositions pour faire face aux défis que pourraient représenter les quelques 140 millions de déplacés climatiques dans le monde d'ici 2050. Pensez-vous que dans le cadre de vos missions et de vos recherches, cette coprésidence soit l'occasion d'avancer des propositions novatrices en la matière ? Et plus largement, pouvez-vous me dire ce que vous pensez du sujet du changement climatique et de ses conséquences géopolitiques ? Merci beaucoup, monsieur le député. Pour UDI Indépendant, Stéphane Demilly. Madame la Présidente, chers invités, chers collègues, je vous remercie les uns et les autres pour vos exposés aussi pédagogiques qu'inquiétants. De façon plus spécifique, j'ai une question à poser à monsieur Yann Verling. Une question, monsieur l'ambassadeur, qui porte sur les éléphants. J'ai le plaisir d'être le parrain de l'opération de lutte contre le braconnage et la vente d'ivoire initiée par l'organisation internationale DIFO. À ce titre, je suis donc très sensibilisé aux menaces pesant sur la survie des éléphants. Et paradoxalement, et de façon aussi incompréhensible que provocante, le Botswana a levé le 22 mai dernier l'interdiction portant sur la chasse aux éléphants, interdiction qui existait depuis 2014. On est donc très très loin d'un classement en annexe 1 pour ce pays. Ce pays, le Botswana, a de loin la plus importante population d'éléphants en Afrique, avec 135 000 individus recensés en 2015. Légaliser la chasse ne fera qu'augmenter la pression sur un espace emblématique déjà très fragile. Les conséquences de son extinction seront sans nul doute dramatiques. Quel regard portez-vous sur cette décision ? Et surtout, agissez-vous ? Et si oui, comment ? Merci beaucoup, monsieur le député. Pour la gauche démocrate et républicaine, Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Merci à vous toutes et tous de l'exposé que vous nous avez fait. Vous nous avez alerté
de manière complémentaire sur l'urgence à agir pour préserver la biodiversité, complémentaire avec tout ce qui s'est dit, mais c'est aussi riche, les relations directes, et ça permet de dire les choses. Moi, je voudrais profiter d'avoir des spécialistes et des chercheurs dans notre commission pour les interpeller sur des sujets qui me préoccupent depuis des années, c'est-à-dire l'impact de l'intervention humaine avec intervention a priori vertueuse, mais qui peut avoir des conséquences calamiteuses. Je m'explique, ça peut paraître un peu débile peut-être ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Couvrir les déserts de panneaux photovoltaïques. Quel impact sur ce qui se passe en dessous? Les panneaux, la température du sable, la biodiversité, y a-t-il un impact, y en a-t-il pas? Remplir les mers d'éoliennes offshore. Quel impact sur ce qu'il y a en dessous? Y a-t-il des vibrations? Y a-t-il des conséquences sur les poissons? Y a-t-il sur la présence des poissons, sur l'évolution des poissons? Le renforcement, je pense, moi je suis député du Havre, donc le rail dans la Manche me parle. Le trafic marin dans cet espace, quel impact sur la biodiversité marine, etc. Donc je me dis que peut-être, alors que tout ça c'est censé améliorer les choses au niveau du climat, au niveau est censé avoir un impact intéressant sur l'évolution, et en fait ça peut avoir un impact destructeur, peut-être. Moi j'ai beaucoup apprécié l'idée de partir, et moi j'aime faire les choses comme ça, partir du local pour aller au global. Et vous en avez parlé, le local, pour moi, c'est l'éducation. Et donc c'est les moyens de donner dans nos communes, pour nos écoles maternelles, primaires, des outils pour appréhender la biodiversité, pour appréhender l'environnement d'une manière générale, mais de vrais outils, des espaces naturels. Comment dans chaque école on peut avoir un espace naturel? Comment on pourrait imaginer qu'il y ait une mare dans chaque école? Comment on pourrait imaginer qu'il y ait des ruches dans chaque école dans notre pays? Comment on pourrait imaginer qu'il y ait des classes, alors ça commence déjà un peu pour certaines qui ont les moyens, des classes environnement. Oui, j'ai pas compris. Des ruches dans les écoles? J'ai pas compris. Continuez, monsieur le député. J'ai pas compris. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Ah oui, mais je sais qu'il y en a dans ma ville, donc je sais que ça existe. Je pense que c'était un acquiescement. Continuez. Ah oui, je sais que ça existe. Les ruches, les mares, des éducateurs pédagogiques sur la biodiversité, j'en ai mis dans ma ville, donc je sais que tout ça existe, mais après c'est comment on le fait à l'échelle globale et comment on fait les moyens. Moi j'avais la chance d'être maire d'une ville où il y avait aussi une raffinerie. Ça aide à financer des projets aussi en matière de biodiversité, en matière d'environnement, puisque la question de l'argent est posée pour financer tout ça. Les classes environnement, les classes biodiversité, sortir les gamins des villes pour les emmener dans des endroits où on peut faire. Je l'ai fait. Donc comment ça peut se faire à l'échelle globale de notre pays, puisqu'il faut balayer devant notre porte, comme disait monsieur l'ambassadeur, soyons exemplaires. Et donc on peut porter des projets comme ça et des idées comme ça. Et ensuite on peut construire comme ça à l'échelle nationale, puis à l'échelle internationale, avec les vrais sujets de financement, d'abord à l'échelle nationale. Moi, je sais qu'on dépense aujourd'hui, qu'on a dépensé depuis hier à la même heure, en 24 heures, 14,5 millions d'euros pour moderniser notre bombe atomique en France. Je sais que ça va faire quelques milliards sur les 7 années de programmation pour ce faire. J'ai entendu la ministre des Armées expliquer qu'on allait dépenser beaucoup d'argent pour maîtriser et protéger, entre guillemets, nos satellites, etc. Et on nous dit quand même que l'urgence, c'est la biodiversité et c'est le climat. Et donc, combien on est prêt à dépenser sur notre espace marin, le deuxième au monde, quelle est la responsabilité de la France et quels moyens on va mettre pour faire des espaces protégés, y compris des espaces protégés utiles aux populations autochtones. Et donc on a toute cette politique-là à réinventer, en tout cas à inventer. Et je pense que vos rôles et de chercheurs et ce rôle complémentaire de la science et de la politique me paraît essentiel dans ce domaine. Et il me manque, et il nous manque l'intervention et donc le soutien de la population. Comment on construit cette mobilisation positive pour accompagner toutes ces démarches? Merci beaucoup, monsieur le député. Pour le groupe Liberté et Territoire, Olivier Falorni. Merci, madame la présidente. Madame la secrétaire exécutive, monsieur l'ambassadeur, mes chers collègues, à l'heure de la 6e extinction de masse, le déclin de la biodiversité ne se résume plus à une diminution du nombre d'espèces, mais également des populations.
Selon votre dernier rapport de l'IPBES, 75% de l'environnement terrestre et 40% de l'environnement marin présentent des signes importants de dégradation. Aussi, sur les 8 millions d'espèces estimées sur la planète, 1 million seraient d'ores et déjà menacées d'extinction. Alors, ces chiffres sont particulièrement alarmants et pourtant, la question de la biodiversité est moins citée que celle, par exemple, adjacente du climat. Alors, que manque-t-il, selon vous, pour que les grandes conventions internationales sur la protection de la biodiversité aient le même retentissement que les COP successives sur le climat? Sur le climat, la mise en place d'un curseur, les fameux 1,5 degrés de l'accord de Paris, ce curseur a favorisé la mobilisation des parties prenantes. Un tel instrument pourrait-il être, selon vous, être envisagé pour la biodiversité? En outre, la France entend afficher un leadership mondial sur les questions de la biodiversité. En atteste l'organisation de la séance plénière de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques à Paris en avril 2019 et du 7e Congrès mondial de la nature à Marseille en juin 2020. Sur la question du climat, autre fer de lance de la diplomatie environnementale française, le bilan est assez mitigé avec un retrait des États-Unis de l'accord de Paris ou encore la politique massive de déforestation de l'Amazonie menée par le Brésil. Alors, deuxième question, la diplomatie environnementale française peut-elle encore se prévaloir d'un impact positif sur les négociations internationales? Enfin, troisième point, le Parlement vient de voter, après accord en CMP, la création de l'Office français de la biodiversité, qui fusionne donc l'AFB et l'ONCFS. Comment accueillez-vous cette création? Pensez-vous que le nouvel ensemble permettra une meilleure coordination de l'action de la puissance publique en matière de protection de la biodiversité? Et quels freins pouvez-vous percevoir éventuellement à son action? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je donne maintenant la parole à ceux qui le demandent, en leur demandant peut-être de tenir dans les 2 minutes pour qu'on puisse avoir les réponses de nos invités. Mireille Clapeau. Merci Madame la Présidente et merci surtout d'avoir mis à l'ordre du jour ce débat très intéressant. Donc, je voudrais signaler que les intervenants connaissent bien leur sujet et surtout savent résumer en quelques phrases concises les dilemmes qui se posent à nous. Moi, j'ai entendu dire, par exemple, que certaines mesures pour le climat peuvent être contre-productives pour la biodiversité. Et donc, ça nous amène, nous, acteurs publics, à trancher. Alors, je vais plutôt poser une question sur la pollution maritime due au plastique, puisqu'à l'échelle mondiale, ce sont 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées chaque année dans les mers et les océans. C'est considérable. Et donc, on a en quelque sorte une gigantesque poubelle qui flotte sur l'océan Pacifique et qui est un 7e continent, avec 7 fois la superficie de la France, 1,5 million de kilomètres carrés, constitués par les déchets de sacs plastiques, de bouteilles, d'emballages rejetés par les pays du monde entier. C'est un volume de quelques 80 000 tonnes et ça augmente de façon exponentielle. Alors, comment faire pour s'attaquer à ce fléau? Bien sûr, il y a des mesures qui ont été prises. L'Union européenne a prohibé le sac plastique gratuit des supermarchés, puis elle s'est attaquée aux produits en plastique à usage unique, puisqu'à partir de 2021, disparaîtront les touillettes à café, les pailles, emballages divers, qui représentent, pas la totalité, mais quand même 70% des déchets qui échouent dans la mer. Seulement, si un État, voire plusieurs, arrêtent d'utiliser et de produire du plastique, mais que d'autres continuent à en rejeter, on aura le même problème. Et je pense en particulier aux pays émergents qui souvent n'ont pas accès à l'eau potable et qui consomment de l'eau dans des contenants plastiques ou des sacs plastiques. Donc, les déchets plastiques dans les océans ont été une des questions placées en tête du programme du sommet du G20 qui s'est tenu à Osaka les 28 et 29 juin dernier. Donc, d'où ma question, qu'est-ce qu'il en est sorti finalement de ce G20? Est-ce que le sommet des Nations Unies sur le changement climatique en septembre aura cette question-là à l'ordre du jour? On sait que la France est un territoire outre-mer très important, beaucoup d'aires maritimes protégées. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir jouer un rôle? Et puis, pensons aux stakeholders, comme vous l'avez dit, aux entreprises. Que vont-elles pouvoir faire? Merci. Merci beaucoup, Bruno Millième.
Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Secrétaire exécutive, Monsieur l'Ambassadeur, mon cher Yann, mes chers collègues. Cette question de la biodiversité, et je pense que Yann le sait, nous préoccupe tous beaucoup. Et votre rapport de l'IBES est vraiment alarmant, même si pour certains d'entre nous, il ne nous a pas beaucoup étonnés en fait. La France essaye de se poser en leader sur les questions de l'environnement. Et moi, je suis assez content de voir, puisque mon collègue est parti, mais il a parlé de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ex-AFB, de voir que quand même en France, on n'a pas attendu ça pour mettre en place des structures, et notamment au travers de l'OFB, maintenant qui s'appelait l'AFB avant, les fameuses ARB, les agences régionales pour la biodiversité, qui font un travail assez formidable dans les régions, et un travail qu'on va pouvoir intensifier. Et je voudrais vous poser la question à tous les deux, si vous pensez que ce genre d'action est réplicable un petit peu partout dans le monde. Madame la secrétaire exécutive, plus directement pour vous, vous nous avez brillamment amené les éclairages de ce concept qui était les changements transformateurs que vous vouliez qu'on mette en place. Moi, je voudrais vraiment que vous nous disiez en toute honnêteté comment vous allez faire en sorte que les pays s'y mettent vraiment, parce que sans volonté et sans moyens, on n'y arrivera pas. Et enfin, monsieur l'ambassadeur, assez rapidement, puisque vous allez aller à la COP 15 qui se déroulera en Chine, nous dire comment la France aborde cette COP, eu égard à son pays hôte, dont on sait qu'il reste l'un des principaux pollueurs au monde d'une part, et d'autre part dans un contexte où les dirigeants des plus grands États n'hésitent pas à revenir sur les engagements pris par leurs prédécesseurs. Ne pensez-vous pas que la portée de ces conférences s'en trouve fragilisée? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Éric Girardin. Merci Madame la Présidente, merci à vous toutes et tous pour vos précisions que vous avez apportées sur la biodiversité dans un contexte de dérèglement climatique avéré. Alors, ma question portera plus sur la biodiversité des pôles. Comme vous le savez, puisque vous êtes des principaux témoins des changements climatiques, les pôles sont des zones particulièrement importantes à analyser, principalement le pôle Nord, où les effets des changements climatiques sont les plus marqués. Les effets du réchauffement observables en Arctique sont les suivants. La température a augmenté de 3 degrés depuis le début du XXIe siècle, soit 4 fois plus que la moyenne mondiale, qui est établie à 0,6 degrés. C'est la région du monde la plus touchée par le réchauffement. La banquise a perdu 30% de la superficie totale depuis 1960 et son épaisseur a diminué de 40% sur la même période. La calotte glaciaire qui recouvre le Groenland a commencé à fondre également. Et comme on le sait depuis quelque temps, les 32 degrés relevés en Alaska dernièrement contribuent encore à expliquer que le réchauffement climatique s'inscrit dans notre réalité universelle. L'augmentation de la température a provoqué une fonte considérable de la banquise arctique. Cette fonte est problématique pour les populations locales et les animaux qui vivent aux alentours. Dans la taïga et la toundra, un autre phénomène est observé, la fonte du pergélisol. Dans la taïga, cette fonte provoque une déstabilisation des forêts de conifères, tandis que dans la toundra, la fonte libère d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Et d'ici 2100, les prévisions annoncent une augmentation de température entre 4 et 7 degrés au-dessus de l'océan Arctique, alors que l'augmentation moyenne de la température mondiale serait contenue entre 1,4 et 5,8 degrés Celsius. Donc l'humanité court grosso modo une catastrophe. Et donc selon vous, est-il trop tard pour enrayer pleinement la fonte des glaces? Et surtout, quelles sont les premières préconisations aujourd'hui qu'il faut prendre pour changer la tendance et en tout cas stabiliser? Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Frédérique Tufnel. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur l'ambassadeur délégué, Madame la secrétaire exécutive, dans le résumé de votre rapport à l'attention des décideurs, le lien entre changement climatique et érosion de la biodiversité revient à 23 reprises. Vous mettez aussi en avant le fait que le réchauffement climatique impactera de plus en plus durement les services que nous rend gratuitement la nature et qui, je le rappelle, sont essentiels à notre qualité de vie, mais surtout à notre existence même. La France, en adoptant son plan biodiversité, en planchant sur la loi énergie-climat et en concluant les assises de l'eau, qui préconise la protection de zones humides et de nos forêts, lieu de stockage de carbone, s'est engagée dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité en s'attaquant globalement à toutes ces causes. Notre pays doit, à l'image de la diplomatie climatique, et vous l'avez dit, monsieur, faire preuve d'ambition équivalente concernant la biodiversité, et notamment lors du prochain Congrès mondial de la nature, le prochain G7 et de la COP 15 en Chine à l'automne 2020. Alors ma question concernera l'étalement urbain.
Nous savons que les solutions basées sur la nature et ces mesures de protection rappelées dans le rapport de l'IPBES peuvent être rentables, surtout dans les domaines tels que la protection des inondations, la régulation de la température, la réduction des gaz à effet de serre, la couverture végétale, l'épuration de l'air et de l'eau, la fourniture d'énergie et les bienfaits pour la santé. Quelles sont, à votre avis, les préconisations immédiates pour que l'aménagement du territoire intègre les solutions fondées sur la nature à grande échelle? Je vous remercie. Merci beaucoup, Liliana Tanguy. Non? OK. Marion Laine. Merci Madame la Présidente, Madame la Secrétaire exécutive et vos collègues, Monsieur l'Ambassadeur. 80% des zones les plus riches en biodiversité abritent des peuples autochtones. Or, certaines mesures de protection de la biodiversité tendent à exclure ces populations qui vivent pourtant en harmonie avec leur écosystème et assurent leurs équilibres. À l'échelle mondiale, alors que des multinationales exploitent les ressources naturelles épuisant au passage la biodiversité, de l'autre, les États accompagnés d'ONG et de la communauté scientifique créent des réserves naturelles protégées dont l'accès est refusé aux autochtones. En Inde, par exemple, des villages tribaux sont expulsés des réserves de tigres, alors que le département des forêts encourage la montée en flèche du tourisme. Ou encore au Cameroun, l'ethnie Baka, lorsqu'elle ose pénétrer dans la forêt dont elle a été exclue, est terrorisée par des brigades anti-braconnage. Nous sommes là face à des incohérences totales qui méconnaissent la logique de l'environnement et les droits de l'homme. À l'échelle plus locale, et donc sans considération aucune de violation des droits de l'homme ni de déplacement forcé, il y a aussi des incohérences qui cristallisent les tensions. Je pense notamment aux pêcheurs du Léman qui participent à la veille environnementale du lac en partenariat avec l'INRA et se voient refuser par souci de protection d'espèces menacées l'exploitation de certaines zones, alors que les cormorans envahissent ces mêmes zones, menaçant l'équilibre des espèces et une activité séculaire. Comment donc s'assurer que les normes en faveur de la protection de la biodiversité à l'échelle nationale et internationale prennent en compte toutes ces spécificités et la complexité observée sur le terrain? Je vous remercie. Merci beaucoup. Stéphanie Kerbar. Merci. La pollution plastique pose un véritable enjeu au niveau mondial et la France s'apprête, au travers du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, à faire des externalités négatives, des externalités vertueuses. Rappelons à ce titre que la première décharge est l'océan. En effet, 10% des déchets plastiques produits par l'homme se retrouvent dans le Pacifique Nord. Sur ces déchets, une vie bactérienne se constitue et le plastique étant un habitant idéal pour certains pathogènes capables de s'adapter à tous les milieux, les vibrions notamment. J'aimerais savoir quelles sont les conséquences pour les écosystèmes marins et côtiers de la présence de cette vie bactérienne. Et sinon, juste pour conclure, Monsieur l'ambassadeur, j'ai été très heureuse de vous entendre parler des stakeholders ou en français l'ensemble des parties prenantes. Et à savoir que c'est un critère effectivement important dans la mise en place d'une politique RSE et merci de l'avoir souligné. Merci beaucoup. Hubert Juliana Ferrière. Merci Madame la Présidente. En réalité, ma question a déjà été posée par notre collègue Frédéric Tufnel. Mais juste peut-être, parce que vous savez que je suis un peu attentif à la question de l'étalement urbain, enfin pas l'étalement urbain, mais de la croissance urbaine, en particulier dans le monde en développement, puisque si on prend l'Afrique, on est sur des croissances urbaines dans les grandes villes africaines qui peuvent aller jusqu'à 400, peut-être 500 000 habitants de plus chaque année. Donc on voit bien dans les années qui viennent à la fois la question évidemment des services essentiels à apporter aux êtres humains qui vont peupler ces grandes villes, mais évidemment la question de l'étalement urbain qui est forcément une conséquence de cette urbanisation. Donc j'ai déjà abordé cette question parce que ça me paraissait évident que ça allait avoir des conséquences sur la biodiversité, mais sans jamais être allé faire des recherches. Donc je trouve que ça serait effectivement intéressant. Malheureusement, je serais plus là pour entendre les réponses puisque je dois vraiment filer, mais je regarderai avec attention la vidéo et j'en profite pour féliciter Yann Verling puisque je crois qu'on ne s'était pas vu depuis au moins 6 mois, donc je n'avais pas eu l'occasion de te féliciter pour ta nomination. On est heureux que cette audition vous ait permis de vous revoir. Jacques Krabal.
Oui, Madame la Présidente, encore une fois, merci de m'accueillir dans votre commission pour un élément important, c'est de rassembler à la fois la commission développement durable avec une réflexion internationale. Ça me semble vraiment être une bonne orientation. Et en tant que secrétaire général parlementaire de la francophonie, je voudrais poser quelques questions. D'abord, la francophonie, on parle souvent de ses locuteurs, mais on oublie l'immense richesse de la biodiversité à travers ces 87 pays qu'a Parlement, 29 millions de kilomètres carrés sur Terre, 20% de la surface terrestre, 25 millions de kilomètres carrés en mer, 7% des océans, 250 écorégions, 66 écorégions marines. Donc, je ne vais pas vous dire toutes les espèces, ours blancs et rhinocéros, éléphants. Donc, au-delà des questions des moyens qui a été posée, je ne sais pas qui s'adresserait cette question. Il va y avoir bientôt le 50e anniversaire de l'OIF à travers le rassemblement des ministres de l'Environnement à Monaco sur le thème « Comment réconcilier l'humanité et la planète ?» à la veille de ces 50 ans. Si vous aviez quelques propositions parlementaires à formuler par rapport aux régions qui regroupent la francophonie, quelles seraient sur les 5 régions, 3 propositions fortes à proposer au Parlement afin de montrer que dans l'espace francophone, nous sommes à l'offensive pour protéger la biodiversité. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député, de nous rappeler tout le temps cette francophonie qui nous est chère. Hein, c'est à Merci. chaque fois, mais Très c'est bien. bien. Alors, je me tourne vers qui? Anne Larigauderie, vous commencez? Voilà. Donc, merci pour toutes ces questions. C'est une conversation qui est très riche et qui demanderait bien évidemment beaucoup de temps en plus. Mais disons que si j'avais une recommandation vraiment un peu essentielle à faire, et c'est pas moi personnellement qui parle, mais au nom du rapport bien entendu, ce serait de dire qu'il faut maintenant arriver à intégrer la biodiversité dans tous les secteurs d'activité du gouvernement. C'est quelque chose qu'on recommande, qui est vraiment important. Ne pas laisser, je dirais, la biodiversité aux seuls soins des ministères de l'Environnement, mais bien faire intégrer et faire comprendre à tous les autres secteurs économiques, l'agriculture, la pêche, l'énergie, les transports, la conception des villes, que la biodiversité, c'est l'affaire de tous et leur affaire en particulier. Alors après, au niveau des éléments à mettre en place, il n'y a pas de recette magique, je dirais. Toutes ces recettes, elles existent déjà. Il suffit juste d'avoir la volonté politique maintenant pour les appliquer dans tous ces secteurs. Par exemple, l'agriculture, on sait très bien ce qu'on a à faire pour avoir une agriculture qui soit plus durable, qui utilise davantage les pratiques de la lutte intégrée contre les parasites, par exemple, pour diminuer l'utilisation des pesticides, essayer de diminuer les intrants de manière générale, essayer d'avoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement. On sait très bien le faire, il suffit de le faire et d'avoir les méthodes qui permettent d'accompagner les gens qui se lancent et puis qui essaient de faire ceci. Alors ça, il faut essayer aussi de faire en sorte qu'au niveau des politiques des villes, la biodiversité fasse partie de la même manière que les villes se sont saisies du climat. Il faut maintenant, et elles commencent à le faire d'ailleurs, qu'elles se saisissent de la biodiversité et qu'elles comprennent ce qu'il faut qu'elles mettent en place. Donc on commence à vraiment avoir des projets à ce sujet sur biodiversité et milieux urbains qui existent. Au niveau de la mer, ma collègue Youn en parlera, on sait aussi ce qu'il faut faire. Donc il faut mettre la biodiversité au cœur également de nos politiques de pêche. On sait qu'il faut éliminer la pollution, il faut prendre les mesures nécessaires. Ensuite, au niveau de la population, on nous a demandé ce qu'il fallait faire maintenant pour augmenter la prise de conscience. Je pense que on sous-estime peut-être l'intérêt de la population pour ces questions. On a eu beaucoup l'occasion au cours des derniers mois de participer à différentes émissions de radio où les gens téléphonent, le téléphone sonne et autres, hein, les matinales, etc. Et on m'a dit que c'était parmi les émissions qui avaient reçu le plus d'appels de gens qui étaient vraiment très, très émus en parlant, parce que eux, qui habitent dans des zones rurales en particulier, ils constatent vraiment de manière quotidienne la diminution de la taille des populations, la disparition de certaines espèces, d'insectes, d'oiseaux. Donc les gens sont conscients.
et ils commencent à mettre en place à leur niveau, au niveau des écoles, au niveau des communes, des mesures. Donc ça, je pense qu'il faut capitaliser là-dessus, mais qu'on a vraiment une prise de conscience. Donc on est vraiment à un moment où je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Et puis, avoir des méthodes de communication qui montrent, qui expliquent aux gens qu'ils peuvent eux-mêmes être des acteurs. Alors, il y a tout un faisceau d'activités qu'on peut mettre en place à son niveau individuel pour devenir des acteurs de la protection de la biodiversité. Ne pas gaspiller, c'est quelque chose qui est toujours recommandable pour le changement climatique, pour la biodiversité, pour la nature en général. Manger un peu moins de viande, et on ne parle pas de mettre tout le monde à un régime végétarien ou vegan ou quoi que ce soit, juste un petit peu moins. Ensuite, essayer de promouvoir, vous le savez tous ici, nos races locales qui sont en forte chute, ainsi qu'au niveau de la planète. Donc ça, c'est aussi tous les terroirs, les territoires. En France, on a quand même beaucoup à apporter de ce point de vue. Également montrer aux autres pays qu'on a quand même des pratiques. Voilà, les produits de saison. Au niveau de l'éducation, remettre les enfants dans la nature, avec, comme vous le disiez, monsieur, des méthodes éducatives voilà, qui leur permettent de se reconnecter. Le contact avec la nature va conduire nos enfants à défendre la nature une fois qu'ils auront établi ce lien personnel avec la nature qui s'est peut-être un petit peu perdu. Voilà, peut-être que je vais en rester là pour un premier faisceau de réponses. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, l'un et l'autre? Allez-y. Donc, il y a eu plusieurs questions sur le lien entre biodiversité et changement climatique. Donc, je voulais juste dire quelques mots concernant ça. Donc, le premier, c'est que donc il y a par exemple des questions sur l'Arctique et le changement climatique et les liens avec la biodiversité. Effectivement, le récif corallien et l'Arctique pour deux raisons très différentes. Les récifs coralliens sont les écosystèmes les plus sensibles au changement climatique. Et l'Arctique est le plus touché par le changement climatique parce que l'élévation de la température est le plus importante. Donc, ça aura des conséquences à la fois pour la biodiversité, le récif corallien étant parmi les écosystèmes les plus riches au monde en termes de nombre d'espèces. Et l'Arctique, même si ce n'est pas riche en espèces, est extrêmement important comme écosystème. C'est extrêmement sauvage, presque partout. Donc, le problème avec ces deux écosystèmes, et ça c'est extrêmement important, c'est que est-ce qu'on peut enrayer les impacts de changement climatique sur ces écosystèmes? Très difficilement d'arrêter ça tout de suite. Il y a une lenteur dans le changement climatique qui est extrêmement important. Si on n'agit pas tout de suite, on aura des conséquences qui durent des décennies, voire des siècles sur ces écosystèmes. Donc, extrêmement important d'agir et extrêmement rapidement. La deuxième chose, c'est qu'il ira surtout sur le toundra arctique et sur les glaces polaires un retour sur le climat. C'est-à-dire que le fonte de glace et le relargage de méthane par les écosystèmes dans le toundra arctique va augmenter le réchauffement climatique. Donc, il faut absolument éviter à tout prix qu'on mette en boucle cette rétroaction qui va encore renforcer le changement climatique. Deuxième chose, question sur les questions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Effectivement, il faut faire le bilan sur l'ensemble de ces mesures. Donc, certains, on le sait, s'ils sont faits à un étendue trop important, peut avoir des effets très néfastes sur la biodiversité. Donc, il faut faire le bilan. Est-ce que l'apport sur le changement climatique vaut la peine de le mettre en place? Et ils sont très mal évalués à l'heure actuelle. J'ai mentionné quelques-uns, mais on peut aussi mentionner des barrages, soit pour l'hydroélectrique, soit pour tamponner les problèmes de disponibilité en eau. Donc, ça peut être très important, mais avec des effets extrêmement importants sur la biodiversité. Donc, ce qui est important, c'est que l'IPBES va, avec le GIEC, on espère, faire une évaluation des deux aspects ensemble. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'on parlait de le financement de les questions de biodiversité. Il y a des synergies à trouver et les 100 milliards qui sont dépensés pour le climat
une partie importante pourrait être aussi mobilisée en même temps pour les biodiversités. Donc, il ne faut pas juste additionner les deux. Il y a des synergies à chercher. Et je termine par juste dernier petit commentaire. Donc, j'ai travaillé sur 12 évaluations pour les conventions de la diversité biologique, le GBO3 et GBO4 que j'ai coordonné. Il y a vraiment recherche de copier quelque part la convention sur le climat avec des questions de 2 degrés. C'est une bonne idée. Il faut avoir quelque chose qu'on peut communiquer, mais la biodiversité ne se réduit pas à un seul chiffre comme le 2 degrés. Donc, il faut avoir quelque chose de plus simple, mais il faut aussi être très clair qu'il faut un minimum d'indicateurs. Donc, ce n'est pas que l'extinction des espèces qui est important, parce que, effectivement, c'est important, mais c'est les choses qui arrivent tout au bout de la diminution de la taille de la population. Diminution de la taille des populations est important, mais c'est aussi la destruction de leurs habitats qui est important. Donc, il faut trouver un moyen d'avoir quelques indicateurs, un nombre réduit, peut-être pas une vingtaine de cibles, mais on peut très difficilement réduire la biodiversité à un seul chiffre. Et donc, le compromis, je pense que risque d'être difficile pour la Chine. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Yunshin. Oui, je voulais dire quelques mots sur la pollution plastique, puisque c'est revenu dans pas mal d'interventions. Peut-être différents niveaux de réponse. Donc, le plastique, c'est la production de plastique sur laquelle il faudra agir, le recyclage et aussi le principe de précaution qu'il faut appliquer pour ce polluant. Alors, la production, c'est 320 millions de tonnes de plastique qui sont produits chaque année. Et effectivement, ça alimente tout un cycle de production de déchets qui vont directement dans la mer. 90% va dans la mer. Alors, c'est un problème, je dirais, facile, le plastique, puisque c'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose qui se voit, on le voit dans la mer, ça persiste, et c'est ancré dans la conscience collective. Maintenant, tout le monde est au courant. Et donc, on peut agir aussi bien au niveau de l'encadrement par la loi, on peut aussi agir au niveau individuel. Et donc ça, c'est un cas d'école typique, il faudrait peut-être s'en inspirer pour savoir comment aborder les autres problèmes plus complexes. Pourquoi ça marche ? Peut-être une autre raison, c'est qu'il n'y a pas énormément de lobbying industriel contre l'encadrement de la production et du recyclage du plastique. Peut-être une des raisons, c'est parce qu'il existe des alternatives à développer, donc il y a des opportunités pour les entreprises privées. Donc ça, c'est quelque chose aussi dans le secteur alimentaire qu'il faudra réfléchir en termes de remplacement ou d'alternatives proposées pour les protéines à base, protéines animales versus protéines végétales. Ensuite, le principe de précaution, donc on parle beaucoup de conventions internationales pour encadrer, parce qu'on a besoin de lois pour encadrer les comportements individuels et pour pouvoir cadrer un peu ce niveau de production qui est quand même problématique. On parle de l'équivalent d'une convention de Stockholm qui a été développée pour les polluants organiques persistants. C'était au début des années 2000. Il faudrait faire la même chose au niveau international pour les plastiques, donc qui sont aussi persistants dans la nature. Principe de précaution, il y avait une question sur les bactéries. Effectivement, alors là, c'est un champ de recherche qui est en plein essor en ce moment. Donc, on regarde effectivement, parce qu'il y a le plastique, les macroplastiques qu'on voit, mais il y a aussi tous les petits débris de plastique qui sont support justement de développement des bactéries et aussi qui relarguent en fait des produits chimiques. Donc, ça alimente toute une chaîne, ça s'accumule dans la chaîne marine, c'est-à-dire que nous, en plus, on est en fin de chaîne, on consomme les poissons et qui ont mangé du plancton, qui ont mangé ces débris plastiques. Et on ne sait pas les conséquences sur la santé humaine. Donc, pour notre propre intérêt aussi, appliquons le principe de précaution. En termes d'information de la population, donc l'éducation et l'information à grande échelle est extrêmement importante. Et là, justement, c'est un cas d'école. Le plastique, tout le monde est au courant. Et les enfants, vous parliez de l'éducation aux enfants, c'est nécessaire, c'est indispensable. Les enfants, c'est la génération de demain. Ça vient un peu tard, quand même, par rapport à l'urgence d'action. Mais ça nous oblige, parce que les enfants étant au courant, ça nous oblige quelle planète on leur laissera. Donc, ils sont au courant. Donc, on est responsable vis-à-vis de la génération future. Donc, ça, c'est extrêmement important. En retour aussi, on est obligé de se poser la question, quels enfants on laissera à la planète, c'est-à-dire ce sont eux qui bâtiront, qui reprendront le flambeau pour pouvoir justement gérer ces problèmes environnementaux. Donc oui, 1000 fois oui, l'éducation est extrêmement importante. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir, vous parlez de la France comme étant une locomotive pour les actions sur les questions environnementales, mais il faut des leaders en termes politiques, mais il faut aussi une énergie collective. Il faut alors en anglais buy-in, il faut une adhésion collective pour que ça marche.
Il faut forcer le secteur politique, il faut forcer les comportements individuels, il faut forcer le secteur privé également à se saisir des opportunités qui peuvent exister. Il faut être imaginatif. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous sur cette question de l'adhésion collective. Alors, monsieur l'ambassadeur, Yann Verling. Merci Madame la Présidente. Alors d'abord, les questions étaient extrêmement nombreuses et je veux dire d'entrée de jeu que je ne répondrai certainement pas à toutes les questions et que je me tiens à la disposition de la Commission des Affaires étrangères et de sa présidente pour compléter mon propos si des questions n'ont pas eu de réponse aujourd'hui vu le temps imparti. Je voudrais revenir sur quelques aspects en tout cas que vous avez soulevés. Et d'abord, je voudrais vous remercier parce que je décèle dans vos questions un intérêt très important pour le sujet que nous abordons aujourd'hui. Et j'allais dire, le point de départ indispensable pour des acteurs tels que moi ou que d'autres décideurs, c'est d'avoir des relais, d'être nombreux, enfin de ne pas être tout seul. Voilà. Et donc le fait que, je voulais encore vous remercier de ça, de constater que vous êtes là visiblement, même si vous ne l'affirmez pas forcément très fortement, mais dans vos questions, je sens que on est sur la même longueur d'onde et je voulais vous remercier pour ça. Monsieur Maille, vous avez souligné un point important qui est, je dois dire, vous le savez, je ne suis pas diplomate de carrière, donc je découvre beaucoup de choses dans ce domaine de la diplomatie et c'est très intéressant pour moi. La question que vous posez, il y a une question que vous avez posée, je trouve très importante, qui est ce grief que je m'attendais à découvrir, qui est le grief de l'inertie onusienne, comme vous l'avez vous-même appelé. Je crois que c'est très important de dire que ce cadre international que nous avons construit depuis des dizaines d'années, il est très important de le préserver. Il est, voilà, critiquable. Mais il y a des forces aujourd'hui qui s'emploient à ne plus vouloir que ce cadre existe. Et c'est très important de le maintenir. En tout cas, la France tient beaucoup à ce que ce cadre onusien continue d'exister fortement pour justement trouver un lieu où l'intérêt général, l'intérêt de l'humanité continue à être débattu et discuté. Et ça, c'est un point important. Je peux partager avec vous que, par exemple, le pacte mondial pour l'environnement que vous avez cité, qui était un combat français que nous n'avons pas réussi à mener aussi fortement que nous le souhaitions, mais le sujet n'est pas mort. Hein. On va continuer d'en parler, notamment à la rentrée, et il y a des cadres qui vont continuer d'exister pour en parler. Mais il est vrai que le principe général du fonctionnement onusien, c'est qu'il faut chercher le consensus, essayer d'avoir l'adhésion d'un maximum, et quand même se dire que jusqu'à présent, nous avons adopté des conventions internationales qui sont adoptées par la très 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 grande majorité des États. C'est quand même, quand on y réfléchit bien, c'est fou. C'est même incroyable qu'on y arrive quand même, malgré tout. Et c'est pas parce que 1, 2 ou 3 pays, même s'ils ne sont pas négligeables, peut-être se retirent, qu'il faut oublier tous les autres. Moi, je vois ça. Je vois le verre plus qu'à moitié plein. Le verre, il est à 3/4 plein quand on aboutit à une convention internationale. Donc, je tiens à préciser que c'est très important d'avoir ça à l'esprit, c'est qu'il faut préserver ce cadre international pour trouver des accords internationaux. Parce que si on n'a pas ça, vous voyez, c'est chacun pour soi. C'est pas possible. Donc, on a besoin de ce cadre international. Deuxième élément, pour autant, et je crois que le président de la République l'a signifié à plusieurs reprises, ne serait-ce qu'avec notamment le G7 ou le G20, c'est que la recherche d'un compromis absolu qui met d'accord tout le monde, il faut le chercher, mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer d'avancer à ceux qui sont d'accord entre eux. Et ça, c'est une autre volet de l'action diplomatique, c'est du bilatéral, du trilatéral, du multilatéral avec un certain nombre de pays qui peuvent vouloir avancer plus vite que l'ensemble de la communauté internationale. Et ça aussi, nous, on le bâtit, on le construit. Et régulièrement, on construit des coalitions, des groupes de pays qui ne sont pas tous les pays du monde, qui veulent bien avancer sur la déforestation, sur les plastiques. Enfin, on le fait tout le temps, ça. Et donc ça c'est pas contradictoire du tout. Les deux vont de pair. Donc ça, je pense que c'était important pour moi de le dire, c'est que nous devons avancer sur deux pieds avec la même énergie. Vous avez mentionné un point également très important qui est, vous avez cité de l'Organisation maritime internationale. Bien sûr, je suis prêt à travailler avec vous sur cette question du rapprochement avec la CITES. On pourra se revoir pour en reparler. Je pense que plus globalement, c'est un discours qui se dit aujourd'hui dans les discussions et dans les rendez-vous internationaux auxquels j'ai pu participer et assister, c'est que, je l'ai dit pour la question du climat et de la biodiversité, ces deux conventions doivent se parler davantage.
Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres conventions et beaucoup d'autres cadres internationaux sur lesquels nous avons fait des accords internationaux et qui doivent se parler entre eux, beaucoup, y compris non environnemental et surtout non environnemental, que ce soit sur la santé, sur le commerce, sur beaucoup d'autres sujets. Il faut qu'on se parle davantage entre conventions pour justement rapprocher nos points de vue, rendre cohérents les choses et arrêter de fonctionner en silo et prendre éventuellement des décisions, je pense climat, biodiversité, qui peuvent parfois être contradictoires. Vous avez posé une question, je ne sais plus quel était le député qui avait posé une question sur quel est l'impact, c'était vous monsieur Lecoq, je crois, sur l'impact sur la biodiversité de champs de photovoltaïque dans le désert ou des éoliennes en haute mer, il y a un impact sur la biodiversité, évidemment. Dans le désert, peut-être moins qu'en haute mer, mais il y en a. Après, la décision politique, la vôtre, la nôtre, à tous, c'est de peser, de regarder, mais d'avoir aussi, et je crois que c'est très important, je ne l'ai pas suffisamment dit tout à l'heure, d'avoir une objectivation de la question par les scientifiques et par les experts. La décision politique doit être objectivée par le travail des scientifiques et ils nous aident beaucoup pour prendre les bonnes décisions. Et d'ailleurs, là où c'est très important, quand je disais il faut faire parler les choses, c'est que par exemple, les experts du climat et les experts de la biodiversité, ils nous font des recommandations, ils nous ont fait des recommandations chacun de leur côté, mais on les a fait travailler ensemble. Récemment, la France a réuni le GIEC et l'IPBES pour qu'ils travaillent ensemble, notamment à faire des recommandations aux décideurs qui convergent. Pour que, voilà, justement, par rapport à votre idée, on développe les énergies renouvelables, mais ça ne doit pas être au détriment, évidemment, de la biodiversité. Et il y a certainement beaucoup de solutions pour converger et pour ne pas être en confrontation les uns avec les autres. Alors, autre aspect important parmi vos questions que j'ai notées, c'est demain, quand on se mettra d'accord sur la biodiversité, est-ce que toutes les règles qu'on décidera seront applicables à tous ? Non. Non. Évidemment, non. D'abord, il y a des différences de territoire. Et c'est vrai que la biodiversité, ça va être une action plus géographiquement ciblée que le climat. On va pas tout sur tout. Par exemple, sur la pêche, sur la surpêche, c'est une action internationale. Mais sur les terres, globalement, on va pouvoir faire des actions beaucoup plus ciblées. Et donc, tout le monde n'a pas la même biodiversité, tout le monde n'a pas le même territoire, tout le monde n'a pas dégradé de la même manière. Donc, évidemment que les engagements ne pourront pas être de même ampleur, de même nature. Et puis, il y a aussi la question des moyens à disposition des uns et des autres. Des États riches pourront faire plus que des États pauvres, et les États pauvres demanderont aux États riches de les aider. C'est normal, c'est la logique des choses. Donc, bien sûr que les règles ne s'appliqueront pas de la même manière à tous, parce que les situations géographiques et les réalités de biodiversité ne sont évidemment pas les mêmes dans les différentes géographies de la planète. Vous avez souligné une nouvelle fois, un certain nombre d'entre vous, le fait qu'au-delà des États, on peut faire beaucoup les États, on a encore un peu de pouvoir, mais pas tant que ça. Mais au-delà des États, les acteurs non étatiques, les stakeholders, ont un rôle très important à jouer. Je ne sais pas quelle est la part de la solution, mais je vous donne un exemple. À la COP21, il y a eu l'accord des États, que vous connaissez tous, la COP21, la convention à proprement parler, qui a été signée que par des États. Mais en parallèle de ça, il y a eu presque 12 000 engagements qui ont été pris par les stakeholders, c'est-à-dire des coalitions d'entreprises, des coalitions de collectivités locales, des ONG, en collaboration avec des entreprises, 12 000. Et en fait, la COP21, c'était l'accord des États plus cette somme d'accords. C'est ça qui faisait l'accord de la COP21 et sa force et son poids et sa dynamique qui encore aujourd'hui est très présente, même si les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, je l'ai entendu, mais néanmoins, c'est un rouleau compresseur qui s'est mis en place et qui aujourd'hui est vraiment... Et c'est ça qu'on veut aussi faire pour la biodiversité. C'est avoir une somme de mobilisation d'acteurs non étatiques très très nombreux. Alors, ce n'est pas un accord général, mais c'est des accords ponctuels, c'est des coalitions ponctuelles. C'est, je sais pas, par exemple, Danone aujourd'hui est très actif sur les questions agroalimentaires pour être dans une sélectivité des produits qu'ils achètent dans les pays producteurs, notamment des pays en voie de développement, pour que ces productions soient moins impactantes sur l'environnement et sur la biodiversité. Ils peuvent construire des coalitions et ils sont en train de le faire avec d'autres grands acteurs de l'agroalimentaire dans le monde pour aller dans le même sens, partager les connaissances, les expériences, pour que précisément, justement, ces entreprises, en dehors d'une réglementation d'État, juste par une démarche volontaire, soient vraiment impactants sur la biodiversité. Donc ça, c'est ce qu'on doit construire
aussi en parallèle. Et je le disais, c'est aussi un truc qu'il va falloir qu'on construise un petit peu. D'ailleurs, vous êtes certainement en lien avec les collectivités locales dans votre quotidien. Invitez-les à se mobiliser sur cette question. On a un rendez-vous français, vous l'avez dit, c'est le congrès international de l'UICN, qui sera un moment où on va certainement pouvoir organiser un sommet des collectivités locales. C'est un moment très fort et très important pour que les collectivités locales françaises se mettent en lien avec d'autres collectivités locales dans le monde, pour justement là aussi construire des coalitions d'engagement sur la biodiversité qui puissent éventuellement permettre aux collectivités françaises, aux collectivités locales françaises, aussi de faire partager leurs connaissances et leur expérience et leur expertise et leur savoir-faire en matière aussi d'organisation de la politique biodiversité, notamment avec les agences régionales de la biodiversité, qui sont aussi une plus-value, une capacité française tout à fait originale qu'on peut faire valoir à l'étranger. Donc ça, c'est très important. Et le troisième grand acteur, évidemment, stakeholders, comme on dit, c'est les citoyens. C'est le tout un chacun que nous sommes, que nos concitoyens sont, qu'il faut mobiliser. En premier lieu, évidemment, à travers les écoles. C'est souvent par là que ça passe, c'est là que ça commence. D'ailleurs, je crois qu'on a fait un excellent travail sur les questions climatiques avec les écoles depuis des années, qui font qu'aujourd'hui, on a une jeune génération qui va dans la rue et qui est plus motivée que les décideurs que nous sommes. Mais ça passe par là. Et donc, je crois effectivement qu'on a un champ d'investigation à faire sur les citoyens. Et d'ailleurs, j'étais en Chine il y a quelques jours où des ONG chinoises disaient que parmi les choses que la Chine voudra proposer ou voudra mettre en avant, ou en tout cas que les ONG chinoises ont envie de mettre en avant, c'est qu'au-delà des engagements des États, des entreprises, des collectivités locales, on puisse aussi faire une offre d'engagement des citoyens. Qu'est-ce que moi, citoyen, je peux faire pour préserver la biodiversité en complément, parce qu'il ne faut pas penser que les citoyens doivent faire tout et les autres rien, en complément de ce que les États, les collectivités, les entreprises feront. Donc l'engagement des citoyens, évidemment, c'est quelque chose, il va falloir leur donner une batterie de choses à faire. Hein. Il ne faut pas laisser les gens démunis, mais les idées ne manqueront pas. J'en suis tout à fait certain. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres sujets que je pourrais aborder. Vous avez cité l'étalement urbain. C'est une des grandes pressions que l'IBES a identifiées, pas l'étalement urbain, mais le changement d'affectation des terres. Qui n'est pas que de l'étalement urbain, c'est aussi l'agriculture qui participe du changement d'affectation des terres, la déforestation. Enfin, donc c'est cette vision d'avenir qu'il va falloir construire en disant, alors à travers les aires protégées, on y participe, mais derrière, on a toute une politique à mettre en place pour faire en sorte que on arrête de passer à la facilité, qui est de considérer que le plus facile à urbaniser, le plus facile à cultiver, c'est de la terre sauvage. Non, on a suffisamment de faits pour aller sur l'existant et préserver les espaces sauvages. Et on peut même se dire que si on faisait bien le travail en termes de densification urbaine, notamment en périphérie, et d'agriculture qui arrive à éviter la déforestation, on pourrait même penser qu'on peut renaturer un certain nombre d'espaces qui ont été artificialisés. C'est tout l'enjeu des années à venir, mais tout ça est à construire, évidemment, et dans une vision un peu globale. Et d'ailleurs, juste sur la déforestation, je voudrais rappeler que la France est le seul pays au monde aujourd'hui à s'être doté d'une stratégie nationale contre la déforestation importée, qui est une stratégie que nous avons décidé fin de l'année dernière, que nous sommes en train de mettre en place, qui est pour le moment une stratégie qui vise à impliquer de manière volontaire les entreprises françaises qui participeraient potentiellement de la déforestation dans leurs achats, pour les éclairer, leur donner tous les outils nécessaires de décision interne à l'entreprise, comme Danone par exemple, je l'ai cité, mais d'autres entreprises sont aussi engagées aujourd'hui, pour que sur les grandes filières qui sont les principales causes de déforestation, je pense au cacao, au soja, principalement à l'huile de palme, et ces entreprises puissent être dans une collaboration avec les producteurs locaux, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'être des sauvages par rapport aux producteurs locaux, les accompagner dans une démarche où ils font de la production durable. J'étais moi-même en Malaisie il y a quelques temps. C'est possible. On peut trouver des producteurs qui mènent des actions qui non seulement ne contribuent pas à la déforestation, mais même
refondre la reforestation intelligente qui permette aux espèces de communiquer entre elles. Donc il y a des solutions. La France les appuie partout où on est. On a un outil aussi qui est l'Agence française de développement qui nous aide beaucoup à ça. Et donc c'est toutes ces actions aujourd'hui sont les briques qui vont construire l'accord de demain. Je crois encore une fois, moi je veux me battre pour qu'il soit un accord concret, très concret. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous quatre. Et on a bien compris, au fond, l'urgence à agir, mais en même temps, moi, je retiens une note d'espoir sur la question de la biodiversité, c'est que nous pouvons inverser la tendance. Nous pouvons inverser la tendance, et ça, c'est formidable, à partir du moment où on agit vraiment. Voilà, merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous.